Okay. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Ça me fait plaisir de retrouver l'ambiance des petits déjeuners juridiques. On avait un peu oublié dans cette longue période Covid où on évitait de faire du présentiel. Et je remercie ceux qui nous suivent en ce moment sur le live LinkedIn ou sur Webinaire Jam. Alors, la thématique de ce petit déjeuner, elle me tient particulièrement à cœur parce que j'ai malheureusement dû y travailler intensément ces 2 dernières années, mais aussi depuis ces 10 dernières années, depuis que je travaille en cabinet d'avocat, mais de manière, je dirais, beaucoup plus fine, beaucoup plus intensive, beaucoup plus pluridisciplinaire et interprofessionnelle ces 2 dernières années. L'axe que j'ai choisi de donner à ce problème sociétal, je ne sais même pas si on peut donner, problème, parce que c'est une problématique inhérente au monde depuis qu'il est monde, mais là qui apparaît de manière beaucoup plus intense dans notre siècle, c'est donc celui des violences conjugales et du traitement des violences conjugales et de l'appréhension des violences conjugales. Alors le sujet est très vaste. Effectivement, 1 heure d'intervention et 1 heure d'atelier d'action-réflexion ne suffiront évidemment pas à traiter tout le spectre de cet enjeu sociétal. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un travail de terrain. Comme diraient certains psychiatres, j'emprunte cette expression à Roland Coutenceau, qui est psychiatre, la clinique de terrain. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans mes échanges avec les assistants sociaux, RH, associations, médecins du travail, à l'occasion de ces petits déjeuners ou lors des webinaires, c'est qu'on fait un partage d'expérience. Donc, au-delà de ce partage d'expérience, on partage en fait les solutions qui marchent. On partage aussi nos désarrois face au traitement de certains dossiers, mais on partage aussi les solutions qui fonctionnent. Donc, l'objectif de ce petit déjeuner webinaire, c'est d'envisager les violences conjugales à l'aune des notions dont on entend tout le temps parler en ce moment et qu'on n'arrive pas forcément à qualifier. Les notions d'emprise, les notions de violence de manière générale, évidemment, quand on parle de violence conjugale, c'est les violences. Alors, les violences, qu'est-ce que c'est? On sait que c'est un prisme énorme. Derrière les violences, vous avez le système d'emprise. Et derrière le système d'emprise et des violences conjugales, entendues au sens large, vous avez une notion qui émerge, qui vient des pays anglo-saxons et plus particulièrement d'Écosse, qui est véritablement rentrée dans le droit pénal, c'est la notion de contrôle coercitif. Voilà. Derrière toutes ces notions, vous avez des notions beaucoup plus prosaïques qui sont rentrées dans le langage courant et qu'il va falloir aussi étayer un petit peu, même si le temps imparti est court, mais c'est important, c'est la notion de pervers narcissique. Tous les dossiers, moi que je sois en droit du travail, en droit de la famille, voilà, l'ennemi numéro 1, c'est le PN, le pervers narcissique. D'ailleurs, ce champ lexical, il est très intéressant à identifier, en ce sens que souvent une femme ou victime, ou un homme victime, c'est plus rare, mais ça existe aussi, n'aura jamais tendance à dire « mon mari me frappe » ou « mon mari me humilie ». On n'emploiera pas ces termes-là. On emploiera des termes génériques qu'on entend tout le temps. Je suis sous emprise, il me contrôle, c'est un PN, etc. L'enjeu, quel est-il? L'enjeu pour nous professionnels, en tout cas pour nous accompagnants de manière générale, parce que ce soit un avocat, un médecin, une association, etc., elle accompagne les gens. Donc, elle a un rôle énorme, sachant que les personnes qui sont confrontées à un problème, si tant est qu'on puisse, encore une fois, donner cette définition-là de violence conjugale, sachant que derrière ce problème, c'est une problématique beaucoup plus large, nous avons, nous professionnels du droit, encore une fois des associations de la médecine, un rôle très important. Mon intérêt aujourd'hui, c'est de mesurer, entre guillemets, le gap ou la concordance entre les mesures juridiques, judiciaires, tout l'arsenal qui nous est proposé, même les évolutions qui nous sont proposées, et comment ça se passe dans la vraie vie, tout simplement. Voilà. Donc, effectivement, l'idée n'est pas de faire une tribune. Il y a des gens qui s'en emparent 1000 fois mieux que moi, des avocats, des magistrats, des présidents d'associations. Ce n'est pas mon sujet. Aujourd'hui, mon sujet, c'est vraiment un travail, on va dire, rigoureux de qualification juridique des faits. C'est-à-dire, vous avez une personne qui vient vous voir,
qui est confronté à un problème de violence conjugale, sachant que ce problème, il y a énormément de ramifications, quels sont les termes qu'on met derrière la situation, sachant que l'importance de bien définir ce qui se passe, comme le dit Albert Camus, ça a été aussi une de ses phrases très galvaudées, à mal nommer les choses, ça m'échappe, mais que le fait de bien nommer les choses, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, si on nomme mal les choses, et ben, de fait, on va mal orienter les personnes. Ça, c'était mon premier prisme. Ça va être celui de définir, de savoir de quoi on parle quand on parle de violence, d'emprise, de contrôle coercitif. Le deuxième niveau sera d'avoir une vision croisée. Je m'explique. En France, aujourd'hui, on parle majoritairement des victimes. Et c'est tant mieux. Il y a une libération de la parole. Et là aussi, je ne vais pas m'étendre. On le sait, on le lit, on le voit. Il y a énormément d'associations, énormément de manifestations, énormément d'évolutions de la loi. Cependant, les victimes ne sont pas les seuls acteurs de ce qui se joue au niveau des violences conjugales. Vous avez en miroir, c'est-à-dire en sorte d'angle mort, au sens strict et au sens figuré, vous avez les auteurs de violences conjugales. Aujourd'hui, on en parle, fort heureusement, grâce justement à le fait que les centres, paraît très simplement, vous tapez victimes de violences conjugales sur Internet, sur Google, vous avez une liste de toutes les associations. Vous tapez auteurs de violences conjugales, vous avez une fondation, etc. Vous avez trois trucs qui se battent en duel. Pourquoi ? Sachant que, alors je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est extraordinaire, Nos pères, nos frères, nos amis du journaliste Mathieu Palin. Vous avez entendu parler de ce livre ? Oui. Voilà. Donc, lui, il est parti Alors ça, moi j'apprécie beaucoup cette approche parce qu'elle est faite de bon sens et elle permet justement de développer une réflexion qui tienne la route. Il dit, aujourd'hui, on parle de 225 000 victimes de violences conjugales en France. On peut largement multiplier par 5, largement. Derrière toutes ces femmes ou ces hommes qui sont victimes de violences conjugales, vous avez autant d'auteurs de violences conjugales. Ces gens-là ne sont pas tous des psychopathes, ne sont pas tous des gens isolés, alcooliques, drogués, au fin fond d'un HLM dans le nord de la France. Pardon, mais c'est un peu l'image qu'on peut parfois se faire. Okay ? Donc, les auteurs de violences conjugales, c'est ce que dit Mathieu Palin, c'est nos pères, nos frères, nos amis. Ils sont partout. La problématique en France, et ça va être là le deuxième axe de mon propos, et qui nous permettra sans aucun doute d'étayer nos échanges dans la deuxième heure, c'est de dire aujourd'hui, on ne peut pas envisager cet enjeu, en tout cas en termes d'appréhension de ce que représentent les violences conjugales, en délimitant, en cloisonnant, en clivant tous les acteurs. Autre exemple qui va vous parler, aujourd'hui, grâce au juge Durand, grâce à la Civise, grâce à tous les téléfilms, on a reparlé de l'affaire Doutreau, de la parole des enfants. Alors évidemment, on a plein, je pense que tout autour de cette table, on est sur LinkedIn, et quand on est, sensibilisé à ces sujets-là, donc on se met sur des comptes, etc., donc on voit passer la parole de l'enfant, les articles, nanana, bref. Mais vous voyez, si vous êtes attentif, eh bien, la lecture, elle va se faire personne par personne. Vous aurez un post sur les auteurs, un post sur les victimes, un post sur les enfants. Or, on ne peut pas envisager la position d'un enfant, en tout cas l'enjeu, par exemple, de ce que peut être la notion fondamentale en droit de la famille, qui est l'intérêt de l'enfant, si on n'a pas analysé en amont la posture du père, la posture de la mère, l'auteur, la victime, et au-delà de ces définitions qui enferment beaucoup, c'est de savoir comment ce monde interagit. Et au-delà de ces trois acteurs qu'on retrouve systématiquement, donc auteur, victime et enfant, donc quand il y a des enfants, eh bien vous avez le monde, tout le monde, l'autre, toutes les personnes qui entourent ces personnes. Donc vous avez d'abord la famille, vous avez l'école, vous avez le médecin, mais vous avez la sphère professionnelle, qui est souvent le lieu où les personnes vont se confier. Vous avez le médecin de famille, là aussi qui pose encore une autre problématique, puisqu'aujourd'hui, et c'est un exemple que je vous donne pour vous montrer la complexité de l'appréhension du sujet, aujourd'hui on dit affichage, les médecins, quand ils sont au courant d'une situation de maltraitance, tout de suite, ils doivent alerter. Or, ce qu'on voit, c'est que les très très rares médecins qui, entre guillemets, qui ont mouillé leur chemise, ont été sanctionnés par l'ordre des médecins, ce qui paraît absolument aberrant. Donc, vous voyez, il y a énormément de problématiques. Et derrière toutes ces problématiques, derrière tous ces acteurs de la lutte contre les violences conjugales, des personnes qui sont intriquées, eh bien, vous avez l'avocat. Et l'avocat, il est là
Et il y a la personne qui vient la voir et qui lui dit, voilà la problématique à laquelle je suis confrontée, qu'est-ce que je fais? Vers quoi je me dirige? Et là, ça va être ma dernière partie qui va être très importante. On va dire c'est mon retour pratico-pratique. C'est votre intérêt à vous d'être venu aujourd'hui écouter cette conférence. C'est qu'un avocat n'est pas chargé d'un dossier. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez une femme qui est victime de violence conjugale, typique, vous allez lui dire, madame, j'ai besoin de pièces dans le dossier. Qui dit pièces dit, il faut porter plainte. Mais si vous allez porter plainte, vous voyez, c'est comme le chat qui se mord la queue, mais que vous n'avez pas ces pièces, ou qu'aux UMJ, on vous a fait un ITT, on vous a établi un ITT inférieur à 7 jours, vous n'avez pas grand-chose dans votre dossier. Donc l'avocat, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, madame, il n'y a pas de problème, on va engager une procédure de correction, etc. Peut-être ce n'est pas la priorité de la dame, peut-être ce n'est pas la procédure qui va marcher, peut-être ce qu'elle doit faire en parallèle, c'est par exemple une démarche pour demander le divorce au niveau du juge aux affaires familiales. Peut-être que derrière tout ça, si la femme est très fragile, le juge des enfants peut être saisi et les enfants peuvent être placés. Ce que je veux vous dire par là, c'est que derrière une problématique X, vous avez 3 procédures qui vont se battre en duel et que je vois très régulièrement, comme des poupées russes. C'est-à-dire vous avez une procédure, on va dire, correctionnelle ou d'urgence, par exemple l'ordonnance de protection. Et vous aurez à côté une procédure auprès du juge des affaires familiales et à côté une procédure du juge des enfants. Et là où c'était merveilleux, c'est que tous ces magistrats ne communiquent pas entre eux, comme de bien entendu, ça ne communique pas. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la question qui est posée aujourd'hui, au-delà de creuser ces notions d'emprise, de contrôle coercitif, etc., c'est de dire quand bien même on s'en empare, comment on s'en empare, et de 2, vers quelle procédure on oriente les gens. Je vais vous donner une dernière grille de lecture qui va vous parler aussi, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est la suivante. Par exemple, il y a un outil judiciaire qui marche plutôt bien et qui permet de protéger une femme victime de violence conjugale, c'est l'ordonnance de protection. D'ailleurs, les assistantes sociales sont, je veux dire, ils vont avec beaucoup d'engagement, souvent accompagnent les femmes au tribunal, l'aide à remplir, l'aide à trouver un avocat, etc. C'est des audiences qu'on peut avoir qui sont assez proches. Et là, tout de suite, il y a éviction du conjoint violent. Et tout est très clair dans l'ordonnance de protection. Est-ce qu'il y a des armes à la maison? Qu'est-ce que vous voulez au niveau de l'autorité parentale? Donc, c'est un outil très intéressant parce qu'il balaye tout. Il balaye. C'est toujours facile à l'avoir. Et d'abord. Alors, quand il y a eu, excusez-moi, je vous en prie. À Mérignac, l'histoire de Chaminez, ouais. On a eu plein, mais là, moi, ce que je vois par rapport à toutes les personnes qu'on accompagne, et dernièrement, c'est pas évident, même avec des dossiers comme je vous rejoins complètement. Alors, l'ordonnance de protection, très important, il faut avoir un avocat. Alors, vous allez voir que pendant cette intervention, je ne vais pas du tout prêcher pour ma chapelle. Du tout. Pour celles qui me connaissent, moi, j'ai une approche très pratico-pratique. Quand l'avocat doit être saisi, il faut qu'il soit saisi, mais quand c'est pas utile, c'est pas utile. Mais le judiciaire sans l'avocat, même si sur le papier, on vous dit sur servicepublic.fr, il n'y a pas de problème, madame, remplissez le CERFA et déposez votre demande, vous êtes sûr à 99% que ça va échouer. Donc, il faut trouver un avocat, mais ça, j'y reviendrai à la fin. Mais ce que vous dites, madame, est très juste. C'est-à-dire que l'ordonnance de protection, elle aussi, est soumise, encore une fois, et là, je vous invite à noter ce terme-là très important qui reviendra tout au long de mon intervention, l'administration de la preuve. Qu'est-ce qu'on a dans notre dossier? Si on n'a rien, on n'a rien. Et même quand on a quelque chose, c'est là que c'est très difficile à étayer. Donc, l'intérêt, quand on va rentrer dans les notions d'emprise et de contrôle coercitif, c'est que, par exemple, le contrôle coercitif, même s'il n'est pas rentré encore dans le code pénal, le code de procédure pénale, ou même le code civil, il ne sera peut-être jamais, c'est quand même une notion qu'on peut retrouver en jurisprudence et qui est très intéressante, et ça, je vous invite aussi à noter ce terme-là, c'est qu'elle permet de mettre en avant ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Voilà. Donc là, vous voyez, on est dans des termes relativement différents. On ne parle pas de preuves, on ne parle pas de pièces, on parle d'indices. En ce sens que le contrôle coercitif, et bien sûr, je vais bien vous expliquer cette notion, elle permet de démontrer du continuum des violences. Et ce terme-là, il est très, très important. Le continuum des violences. C'est ça que le magistrat veut voir. Voilà. Pourquoi? Parce que, en général, en matière de violence conjugale, je vous dis, et nous, avocats, ça nous met dans un certain désarroi. Vous avez sans schématiser, vous avez 2 cas de figure qu'on rencontre quasiment au quotidien. Vous avez ce qu'on appelle en procédure pénale l'enquête de flagrance. C'est-à-dire que, imaginons une scène typique
vous avez un couple qui se dispute très très fort, et le monsieur dit à la femme, je vais te tuer. Ils entendent des coups, des bris, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la police. La police débarque sur le lieu du délit ou du crime peut-être qui est en train de se commettre. Il prend le monsieur, tac, les menottes, garde à vue, etc. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Là, effectivement, on ne peut pas nier les faits. Les faits sont apparents. La femme est dans un état de stress, même pas post-traumatique, mais traumatique tout court. Elle a parfois des coups, etc. Donc, tout va se mettre en place très, très vite. La dame est convoquée au commissariat. Encore faut-il qu'elle y aille, qu'elle ait la force d'y aller, qu'elle ait quelqu'un avec qui y aller. Parce que ce n'est pas une gentille officier de police judiciaire ou gendarme qui va aller voir la dame en disant « Mais madame, vous n'êtes pas venue. C'est la garde à vue de votre mari, on a besoin d'une confrontation. » Ou pas forcément de confrontation, mais au moins que vous veniez. Vous voyez, déjà là, on a sur le plan du ressort psychologique, organisationnel au niveau de la procédure, quelque chose qui achoppe, même dans un cas où c'est évident qu'il y a violence conjugale. Donc, mais disons que dans un cas où la dame, elle se déplace, il y a une confrontation, et la dame, on va lui dire, mais madame, depuis quand ce sont ces violences? Et la plupart des victimes de violences conjugales vont dire, je ne sais plus trop, je ne saurais pas vous dire. Et autre question dévastatrice, mais que les officiers de police judiciaire ou les gendarmes sont obligés de poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire en filigrane. Alors, il y a parfois des OPJ ou des gendarmes moins délicats qui vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour le mettre dans cet état-là? Ah, mais ça, c'est très classique. Très classique. Donc, ils vont tout de suite changer de prisme, c'est-à-dire qu'ils vont nous sortir, qui est l'inverse du miroir que nous donne, que nous tend la vision du contrôle coercitif qui s'inscrit dans un continuum. Automatiquement, on va s'inscrire dans une notion pénaliste, c'est-à-dire, on qualifie juridiquement les faits, il y a eu des actes de violence, on contextualise. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On n'est pas, parce que sinon, il va falloir une enquête. Il va falloir une enquête longue pour tout refaire, etc. Donc, pour refaire toute l'histoire, on demande à cette dame, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il était en colère, il est au chômage, il m'a surpris au téléphone, peu importe. Mais tout de suite, vous voyez, on change de prisme. C'est-à-dire que la personne qui est victime va devoir se justifier du pourquoi, du comment de ce qui vient de se passer. Donc, mais peu importe la manière dont ça se passe, en général, cette dame-là, ce monsieur, sera, si les faits sont très graves, sera mis en détention, ou alors s'il n'est pas mis en détention, il sera mis sous contrôle judiciaire, il sera astreint à un stage, etc. Ça, c'est le meilleur des cas. La plupart des cas que les gens ne savent pas, c'est que quand c'est la première fois, sachant que la première fois, vous savez, c'est comme la claque d'Adrien Quatennens. Moi, ça m'a fait sourire. Et tous les spécialistes des violences conjugales le savent. C'est-à-dire qu'une femme qui dit « il m'a donné une claque », c'est que, évidemment, pour donner la claque, il y a un climat qui s'est installé, et sans aucun doute que d'autres claques ont eu lieu avant. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'encore une fois, la police et la justice va tenter pas de minorer, mais de contextualiser, ce qui fait que, sauf qu'à très très grave, vous avez vraiment des hématomes, vous êtes dans un état de stress où vous ne pouvez plus rien faire, pas bouger, etc., eh bien, la personne, en tout cas l'auteur des violences conjugales, qu'est-ce qu'il va prendre, comme on dit dans notre jargon, vous savez? Exactement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec le rappel à la loi? La personne, elle rentre fière comme Artaban, rentre à la maison. J'ai un exemple d'une maman qui a été violentée durant toute sa grossesse. Elle a porté plainte, il a pris 6 mois avec sursis, il a recommencé, il a repris 6 mois avec sursis, et là il vient de recommencer. Donc elle me dit, en fait, ça ne sert à rien que je porte plainte, parce qu'elle me dit, regarde, ça continue. En fait. Alors, et ce que vous pointez, madame, est très intéressant, à savoir que en procédure pénale en France, il faut un millefeuille de petites condamnations pour enfin arriver à la condamnation essentielle, c'est-à-dire au fait de vraiment l'éviction du conjoint violent, l'interdiction d'approchement, etc. Mais là, voilà où je voulais attirer votre attention. Vous vous souvenez de ce dont j'étais en train de parler, de l'intrication de toutes les procédures entre elles. Imaginons cette dame, voilà, le monsieur est sous contrôle judiciaire. Elle se dit, ouf, il est parti, il ne peut pas m'approcher. Alors elle reçoit un bracelet, un téléphone, que sais-je, mais toutes les mesures qui sont possibles à avoir. Mais si un avocat ne vient pas lui dire, madame, même si vous avez un contrôle judiciaire ou même si vous avez sollicité un avocat pour obtenir une ordonnance de protection, et même si dans le meilleur des cas, monsieur respecte le contrôle judiciaire et on a fait droit à votre demande d'ordonnance de protection. Mais l'ordonnance de protection, ça dure 4 mois, c'est renouvelable une fois. Et qu'est-ce que vous faites après?
D'accord? Donc, là aussi, ce qui est très important, c'est que concomitamment, il faut tout de suite saisir le juge d'affaires familiales pour demander la séparation, le divorce. Pourquoi? Parce qu'après, on se retrouve dans des délires procéduraux, comme on a vu en Corse. Vous avez entendu parler de l'assassinat de Julie Douilib en Corse. Je connais pas. Voilà. Il vient d'être recondamné et là, on lui a enfin ressorti l'autorité parentale. Et ce qu'ils avaient peur, c'est qu'on lui donne, parce qu'en fait, ils demandaient à avoir accès aux enfants. Oui. Et là, en fait. Alors, son mari, qu'il a assassiné, donc elle était mère de 2 enfants. Bon, c'était un peu une autre époque, les choses ont un peu évolué, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Elle avait porté plainte plusieurs fois et bon, il l'a assassiné de manière extrêmement brutale. Et ben, il faut savoir que ce monsieur, si on peut le nommer comme ça, et ben, jusqu'à il y a peu de temps, il disposait encore de l'autorité parentale. Il en disposait. Pourquoi? Parce que madame étant assassinée, il n'y avait pas eu procédure pour lui retirer l'autorité parentale. Les grands-parents ont peut-être eu, je crois, une délégation d'autorité parentale, mais pris dans leur désarroi. Est-ce qu'ils ont fait une démarche pour demander le retrait de l'autorité parentale? Donc là, ils ont été tellement choqués de voir que ce monsieur usait abusivement de la procédure d'appel sur le temps de sa condamnation, que là, effectivement, c'est rentré. Mais vous voyez le prisme énorme qui se déploie sous nos yeux, des procédures vers lesquelles on doit accompagner les gens, etc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est qu'il faut d'abord, à froid, avoir une vision très légaliste du droit, parce qu'aujourd'hui, le droit étant ce qu'il est, il est ce qu'il est, et puis c'est tout. Et la justice, aujourd'hui, elle marche comme ça en France. Il faut espérer que ça marchera mieux dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour vous donner un exemple, et ça, je suis sûre, ça aussi, vous pouvez le noter, on y arrivera dans 5 ans, certaines. Aujourd'hui, la France est considérablement à la traîne, mais on y arrivera. C'est la médiation. Dans les pays anglo-saxons, vous avez une obligation de la médiation. Le début d'infraction de rien du tout, vous allez en médiation familiale avec un médiateur qui est inscrit sur les listes d'experts judiciaires et les gens sont obligés d'être entre eux et de s'entendre. Mais ça, c'est la vision anglo-saxonne, même dans le droit des affaires, l'arbitrage, etc. Vous voyez d'ailleurs dans les scandales sexuels aux États-Unis, Harvey Weinstein, etc., beaucoup de choses c'est pas sorti parce que ça avait été réglé par des transactions. Donc, il y a un côté bien et moins bien. Mais la France ne serait pas sur le côté transactions financières, mais plus sur l'aspect médiation. Et Éric Dupond-Moretti a dit il faut absolument imposer la médiation. Aujourd'hui, la médiation, dans quasiment toutes les décisions du juge aux affaires familiales, que vous soyez marié, pas marié, divorce, pas divorce, vous avez un truc très joli à la fin du par ses motifs. Nous ordonnons une médiation, etc. Mais si 5% des gens l'utilisent, c'est déjà merveilleux. Il n'y a pas. Sachant que, et ça, je vais vous dire, c'est pas pour vous offrir un constat alarmiste, c'est que même dans des cas lambda de divorce et de séparation, quand les gens m'appellent pour un divorce par consentement mutuel, j'ai des femmes qui s'écroulent devant moi. Et je suis obligée de leur demander, est-ce qu'il y a un contexte de violence conjugale? Et alors là, vous les prenez un peu au dépourvu, parce qu'elles se posent la question. Vous voyez, très récemment, j'ai eu 2 cas. Une dame qui a un très très haut poste dans une banque. Elle vient me voir et donc je lui pose cette question parce que quand même, on peut pas. Je veux bien faire un divorce par consentement mutuel, mais il faut connaître un peu le contexte. Elle me dit, vous savez, j'ai très très peur de lui. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça s'exprime? Il me dit, vous savez, quand il ouvre la porte, j'ai le cœur qui bat la chamade. Il m'a jamais frappé, mais il me hurle à 2 cm du visage en permanence. Cette femme, elle vit dans un état de terreur quasi permanent. Mais elle n'a pas identifié cet état de terreur à de la violence. Autre cas hier, une dame, chef de cabine chez Air France, 45 ans, tête sur les épaules, diplômée, etc. Bref, elle me dit, voilà, j'aimerais faire un divorce par consentement mutuel, mais mon mari n'est pas d'accord. Ça commence toujours comme ça. Il n'est pas d'accord. Alors je lui dis, pourquoi il n'est pas d'accord? Elle me dit, les enfants, ils sont grands, on a fini de payer le crédit, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc, bon, alors après, je repose ma question, vous voyez, un moment vers la fin de l'entretien. Mais est-ce qu'il y a un contexte? Elle me dit, vous savez, j'ai du mal à définir, mais il me traque, il me géolocalise. Il a déjà fait ça avec mes filles, et ma mère, elle m'avait prévenu qu'il finirait par faire ça avec moi. Et donc, il connaît tous ses déplacements, donc il est dans une espèce de fonctionnement paranoïaque, de jalousie maladive, etc. Voilà. Et ces 2 dames, donc je vous donne des exemples un peu paroxystiques, mais très parlants. C'est-à-dire, c'est des gens éduqués, des gens qui travaillent, des femmes qui travaillent, qui n'arrivent pas à nommer la violence qu'elles subissent. Et c'est plus que ça. Vous savez ce qu'elles disent à l'avocat? Et c'est pour ça, moi, je vous donne un retour terrain
pas très politiquement correcte. Elle me dit, je vous en supplie, maître, vous n'en parlez absolument pas. Je ne veux pas que ça sorte. Je veux divorcer tchic-tchac, mais je ne veux surtout pas que ça paraisse. Vous voyez le prisme dans lequel on est, qui est beaucoup plus complexe. Maintenant, que la complexité a été posée. Est-ce que d'abord, arrêt sur image, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous partagez un peu mon constat? Totalement. Oui. Totalement, d'accord. Donc, c'est déjà... Nous avons des ça permet d'aller vite, c'est ce qu'elles disent en fait. Comme ça, je suis débarrassée. Comme ça, je suis débarrassée. Enfin, ça marche quand les deux... voilà, c'est la solution. Et les médiations, encore faut-il que les deux soient parties prenantes, autrement ça ne marche pas. Oui. On médiatise la violence. Donc en réalité, la médiation, c'est ça que je voulais, c'est une question très intéressante et voilà, j'allais terminer là-dessus. Aujourd'hui, la médiation, bien évidemment, elle est interdite en matière de violence conjugale. Mais ce qu'on va analyser aussi, ça aussi, je vous invite à le noter, c'est que tout l'enjeu de ces notions d'emprise et de contrôle coercitif, c'est qu'elle nous invite à repérer les signaux faibles, le début de la violence. Ça veut dire que d'être dans une démarche plus de prévention que de guérison. Ça veut dire que dans une démarche, on va dire, plus préventive, vous avez, un faisceau d'indices concordants qui dit qu'il y a un contexte de violence conjugale, mais que ce n'est pas encore passé à la violence physique et qu'il y a quelque chose qui peut se jouer, alors là, la médiation, elle pourrait avoir du sens parce que la victime n'est pas encore trop enfermée dans son statut de victime et qu'elle peut s'exprimer face à l'auteur. Ça, je vous dis, dans 5 ans, on y viendra en France, c'est obligatoire. Parce que les tribunaux sont complètement engorgés, parce que Grenelle sur Grenelle, etc., on va beaucoup plus arriver à une politique de prévention hyper active que d'action. Vous voyez par exemple que notamment, vous savez, le Haut Conseil à l'égalité, oui. Vous avez entendu Madame Brossolette, voilà, bon, elle a donné des chiffres catastrophiques du sexisme en France. J'étais l'autre jour au procès justement du sexisme, on était au ministère et ils en parlaient quand ils ont donné tous ces chiffres. Et quand on voit l'augmentation des violences, en fait, c'est assez affolant les chiffres. Oui. Et donc, alors maintenant, encore une fois, la question que tout le monde pose, mais pourquoi, malgré toutes les mesures, pourquoi est-ce qu'on arrive au même biais? Pourquoi est-ce qu'on se heurte à chaque fois à ces angles-là? Et typiquement, pardon madame, je vous écoute tout de suite après, c'est que une des leçons de ce grand mémoire, de son Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est de dire il faut que ça démarre tôt. Ça passe par l'éducation. Si un jeune n'est pas éduqué à l'égalité homme-femme, s'il est baigné par la pornographie, évidemment, ça fait le lit des violences conjugales. D'ailleurs, il faut remarquer dans ce rapport que la jeune génération, pour eux, trouve normal la violence. Et on voit que l'information n'est pas partout. Moi, je sais, au sein de l'ASSO, quand on nous sollicite, il y en a beaucoup de mamans aussi qui sont dans le déni des violences qu'elles subissent. Mais évidemment. Les violences psychologiques, clairement, dans les commissariats et dans la justice, je pense qu'il faut former toutes les institutions, y compris aux psychotraumas, parce que quand elles arrivent souvent pour le dépôt de plainte, elles sont dissociées, comme vous l'expliquez. Exactement. Nous, ce qu'on fait pour tout ce qui est violence psychologique, on les prépare en amont. Mon vice-président étant dans les forces de l'ordre, on les prépare au dépôt de plainte. On passe 5 jours à les préparer avant d'y aller. Très bien. Quand il y a des violences psychologiques, on leur dit, vous prenez un cahier et chaque jour, on marque tel jour, j'ai subi ça, j'ai subi ça. Ce que vous disiez, d'étayer le plus pour que la plainte soit prise en compte et aller au bout des démarches. Tout à fait. Et après, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas toujours facile, les violences psychologiques, de les faire entendre quand on va au dépôt de plainte. Alors, quand c'est sur les rives de France, je les accompagne. Mais je pense qu'aussi, pour moi, il serait logique d'avoir les avocats qui soient présents dès le dépôt de plainte. Mais évidemment. Évidemment, parce que mais vous avez 100% raison et je me bats aussi pour ça, parce que précisément, c'est ce moment-là de particulière fragilité. Et pour rebondir sur ce que vous dites, et alors là, je vais vous donner une image qui marche à chaque fois. Je me permets de vous la transmettre et pour celles qui l'ont déjà entendue, c'est pas grave, ce sera un rappel utile. C'est non seulement que la personne qui vient déposer plainte, elle est dans un état de grande fragilité, mais surtout, elle est dans un état de sidération. La sidération empêche de recoller les souvenirs, etc. Pour faire comprendre aux personnes que je reçois, pour leur expliquer pourquoi elles sont dans cet état-là et qu'elles n'arrivent pas, il ou elle n'arrive pas à remettre les choses en place, et d'ailleurs aussi avec des enfants qui sont victimes de violences ou de maltraitance, je prends l'image du boxeur.
Et ça parle à tout le monde. Vous voyez Rocky, Sylvester Stallone, vous voyez un peu, même ceux qui n'ont pas vu le film, mais vous voyez la scène. Souvent à la fin du film, comme ça, il a mené des combats, il se bat, il va se dire « ouais, je me bats contre un super fort, etc. » Donc il est là sur le ring, il a ses coachs, vous savez, qui lui enlèvent le peignoir. « Vas-y, vas-y, vas-y » Et donc il y a la lutte finale, quoi. Il est là, il prend, le chaos, comme ça, à plat sur le ring. Vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans les meilleurs films de boxe, mais même dans les vrais matchs de boxe, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas? On tapote la joue à la personne, on dit allez, réveille-toi, on lui balance de l'eau. Allez, debout. Et vous voyez cette image-là du boxeur qui est complètement dans un état de déséquilibre, il continue à frapper, il continue. Alors comment c'est possible? Et ça, je vais vous donner une image, c'est vrai que c'est un peu, peut-être un peu caricatural, mais ça fonctionne très très bien comme image. Le boxeur, c'est la victime de violence conjugale. La victime de violence conjugale, jusqu'à ce qu'elle soit par terre, et en général, ça il faut le savoir, mais vous le savez, je le dis aussi pour ceux qui nous suivent, c'est qu'une personne victime de violence conjugale, elle ne part pas à la première claque. Alors ça, je trouve ça, vous voyez, c'est-à-dire toutes les campagnes contre les violences conjugales vous disent attention, il ne faut rien accepter, pas la moindre vulgarité, machin. Mais de manière classique, les femmes partent à la 7e violence. Et elles partent à la 7e violence quand elles ont des enfants et qu'elles ont peur pour leurs enfants. Ce qui veut dire qu'une femme victime de violence conjugale est particulièrement résiliente et endurante. C'est pour ça que je prends l'image du boxeur. D'accord ? Et donc, le cerveau, c'est comme les coachs qui vont remettre, vous voyez, la personne en selle sur le ring. Elle lui dit, mais tu supportes. Et donc, forcément, la personne continue à agir dans son existence. Et d'ailleurs, et ça aussi, c'est un prisme que je vous transmets qui est très important, en termes, puisqu'on va analyser donc à l'aune des définitions d'emprise, contrôle coercitif, les signaux faibles et forts des violences conjugales, c'est qu'il n'y a pas de profil type et parfait de la victime de violences conjugales. Et la victime de violences conjugales, comme l'exemple des dames que je vous ai donné, bon là c'est, on va dire, sur une échelle de gravité, on va dire, elles arrivent à supporter ça, mais elles supportaient ça depuis des années. Et donc, une personne qui est une femme qui est victime de violence conjugale, eh bien, elle va souvent, grâce, entre guillemets, à cette notion de dissociation traumatique qui se crée dans sa tête, de contrebalancier comme ça, elle va contrebalancer dans la sphère professionnelle, vous voyez, tout son côté solaire, toutes ses compétences, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis que le coach, comme ça, les gens, etc., c'est souvent l'entourage. Parce que les gens vont dire « Ah non, mais pas elle ». Et pareil pour les auteurs de violences conjugales. Lui, il a frappé sa femme. Pas lui. Voyez. Et ça, même aujourd'hui en 2023, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, c'est le cerveau, pour rester en vie, puisque dans la sphère conjugale, vous êtes traité comme une moins que rien, vous êtes frappé, donc vous allez contrebalancer au niveau de la sphère professionnelle. Et là aussi, ça peut être une grille de lecture intéressante pour vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui surinvestit la sphère professionnelle, ce n'est pas juste une question de mon manager est toxique ou je suis limite en burn-out, etc. C'est souvent, et moi je l'ai vu parce que je fais beaucoup de droit du travail, c'est souvent que la personne, encore une fois, vous savez, cette notion comme dans les procédures, les unes en poupée russe, etc., c'est une personne qui vit parfois des choses très difficiles dans la sphère privée et qui va surinvestir la sphère professionnelle. Donc, cette idée du boxeur qui supporte, elle est très importante à comprendre parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas, comme le dit le docteur Roland Coutenceau, pourquoi ce silence? Pourquoi les femmes ne partent pas? Et d'ailleurs, voilà, c'est la première chose, c'est la question qu'on pose, que les officiers de police judiciaire, les gendarmes ou même les proches vont poser. Pourquoi cette femme ne part pas? Alors, je rebondis sur cette question et on va rentrer tout de suite dans les notions d'emprise et dans les notions de contrôle coercitif. D'abord, vous dire, et je vous enverrai toute la documentation très large là-dessus, et vu que l'heure file, donc je préfère rentrer tout dans les notions, la notion de violence, elle est extrêmement étayée en procédure pénale. Vous avez les violences physiques, vous avez maintenant, depuis 2010, les violences psychologiques, vous avez les violences économiques, vous avez les violences sexuelles, tout ça est parfaitement étayé. C'est-à-dire que l'arsenal juridique et judiciaire existe. À la limite, on n'est pas obligé de rajouter encore d'autres infractions. Maintenant, cette notion d'emprise, où est-ce qu'elle va se situer? Alors, la notion d'emprise, c'est un phénomène très subtil et je dirais même dévastateur
et c'est très important que je vous transmette cette information pour vous qui accompagnez des salariés, des agents. Pourquoi? Encore une fois, vous vous souvenez de mon propos liminaire? Ça va, vous me suivez? Je ne vais pas trop vite? Tout va bien? C'est qu'il faut bien nommer les choses. Bien nommer les choses. Si vous dites à une femme, allez voir un avocat ou allez voir une association et dites que vous êtes sous emprise, alors que ça n'a pas été assez étayé ou compris, ça peut être très dévastateur et je vais m'en expliquer tout de suite. D'abord, l'emprise, qu'est-ce que c'est? L'emprise, c'est la domination exercée par une personne sur une autre, tout simplement. Voilà. Et l'emprise va recouvrir bien sûr une multitude de réalités et de modalités. L'exemple typique de l'emprise, ça va vous parler, c'est le cas Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, 30 ans de mariage, d'abus de maltraitance, mais Jacqueline Sauvage, elle dirigeait la petite PME de garage où je ne sais pas qu'avait son mari. Vous avez vu, il y a un formidable téléfilm avec Muriel Robin. Et dans ce téléfilm, on voit bien, je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment une constante, on voit que quand elle est au travail, c'est elle qui dirige la petite entreprise. C'est elle la chef, d'accord? Mais à la maison, elle n'est rien. Et donc tout ça, ça va durer pendant 30 ans. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fui son bourreau quand elle le pouvait? Ce sont toujours des questions qui reviennent. Donc aujourd'hui, l'emprise, c'est une notion qui est beaucoup plus utilisée. Mais il faut savoir, et ça c'est très intéressant, et je vous invite à vraiment le noter, c'est que l'emprise, elle a une sœur jumelle, un autre concept. Quel est-il? Vraiment en miroir inversé de l'emprise. Quand on parlait de l'emprise, vous êtes obligé de parler de ce concept. Donc, alors je vais essayer de vous éclairer. L'emprise, on est dans un rapport de domination ou de soumission, c'est des psychiatres qui disent ça, plus ou moins pervers, d'une personne à une autre. Freud a dit que l'emprise, dans la psychanalyse donc moderne, il arrime l'emprise à la notion de pulsion de mort. Au XVIIIe siècle, pour vous donner une idée aussi, l'emprise était une propriété des terres. Donc là aussi, on est dans quelque chose de vraiment où la personne a perdu, on va dire, toutes ses capacités, on va dire, de discernement. Or, dans la vraie vie, est-ce que la personne a vraiment perdu ses capacités de discernement? Non. Jacqueline Sauvage, est-ce qu'elle avait perdu ses capacités? Vous savez ce que c'est l'altération du discernement? Dans les grands meurtres, vous avez ça. Responsabilité pénale ou irresponsabilité pénale? Il avait ses facultés ou il n'avait pas ses facultés? Une femme victime de violence conjugale, elle a encore un peu ses facultés. Elle n'est pas juste dans un système sectaire. C'est là que vous allez voir la difficulté entre les notions. Eh bien, la sœur jumelle de l'emprise, et c'est très important, c'est le déni. C'est le déni. Et là aussi, si on ne comprend pas qu'il n'y a pas que le déni de l'auteur, Mathieu Palin en parle admirablement. Il vous dit ça, Mathieu Palin. Il vous dit, voilà, il rentre dans un stage pour auteur de violence conjugale, il dit « J'étais venu à Lyon pour entendre les hommes dire « Je frappe ma femme ». Et j'attendais de la phrase d'après qu'il m'explique pourquoi. Les raisons ne tenaient pas. Je n'avançais pas. Qu'est-ce qui fait naître la violence dans un couple qui s'aime? Et une fois qu'elle est là, enracinée dans le quotidien, prête à exploser pour n'importe quoi, comment s'en débarrasser? Lui, il dit que c'est un angle mort et que bien évidemment, alors il emploie cette expression, il dit que les auteurs de violence conjugale baignent dans un océan de déni. Et moi, je peux vous le dire, je peux en attester, je peux vous dire que ça, c'est... Non. Alors, on fait des choix en tant qu'avocat, on prend les dossiers qu'on veut. Hein. Il m'est arrivé de prendre des dossiers, évidemment, d'auteurs de violence conjugale à une seule condition, c'est qu'ils étaient à un stade où ils étaient dans un système de remise en question et qu'ils avaient accepté toutes les mesures judiciaires, le contrôle judiciaire, les stages, l'éloignement, qu'ils étaient respectueux de toutes les lois et qu'il n'y avait plus rien. Mais en général, ces hommes, c'est souvent des hommes que j'accompagne, à la fin de l'audience, quand ils me disent « Maître, je vous remercie, etc. », je leur dis « Écoutez, c'est la dernière fois que je vous vois. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. » Parce que, vous voyez, même moi, même un professionnel doit avoir une espèce de fermeté par rapport aux actes. Alors, c'est possible, c'est pas possible. Là, je vous parle de ma pratique à moi. Mais quand j'accompagne des victimes de violences conjugales, la grande difficulté, c'est, on parle de la libération de la parole, quand elles arrivent à la barre, expliquer ce qu'elles ont subi, etc., c'est très, très, très difficile. Il m'est même arrivé une fois d'avoir une cliente, elle m'a dit « Maître, je fais machine arrière, je demande à retirer ma plainte. Je ne veux pas qu'il aille en prison, je ne veux pas arriver. » Et donc, cette question du déni, elle est non seulement, comme le dit parfaitement Mathieu Palin, c'est un océan pour les auteurs, mais le déni de l'auteur ne fonctionne
que si la victime est elle-même dans le déni. Ouais. C'est-à-dire que l'auteur, lui, il est dans une structure psychique, vous assimilez ça à la paranoïa, à la schizophrénie, à la bipolarité, peu importe, ou la méchanceté, la perversion narcissique, vous mettez ce que vous voulez, mais c'est du déni, d'accord? Il dit, ah mais moi, je n'ai pas frappé ma femme. Vraiment, il y a une sorte de blanc dans leur tête. Mais une femme, et c'est là aussi, moi je me bats beaucoup contre ça, c'est la dénomination de victime. Je ne connais pas de femmes, j'en ai pas vu passer, et pourtant j'en ai traité des dossiers, de femmes qui acceptent volontiers qu'on dise d'elles, je suis victime de violences conjugales. Je ne sais pas si vous partagez mon constat là aussi. Il n'y a pas. Et ça, c'est très embêtant, parce qu'aujourd'hui, toutes les campagnes ne parlent que de victimes, etc. Une femme dit, mais moi, ça, surtout pas. Et donc, elle va creuser son propre déni. Et là où c'est un peu délicat de dire les choses comme ça, parce qu'encore une fois, ce n'est pas très politiquement correct. Mais si on arrive à rentrer, encore une fois, vous vous souvenez, je vous ai dit, on va aborder tout ça sous forme de clinique de terrain. OK ? Et de dire aux personnes, regardez, l'auteur, il est dans le déni. Mais vous aussi, vous êtes dans le déni par rapport à ce que vous vivez. Donc, d'où l'idée de bien définir les choses, etc. Et il y a dans les systèmes de violence, et ça, c'est des experts psychiatres avec lesquels je travaille, et pas des moindres, hein, qui sont des experts auprès de cours d'assises, donc qui ont travaillé avec des tueurs en série, bon bref, des gens extrêmement câblés, et m'expliquent la chose suivante. Ils me disent la violence de l'auteur les violences conjugales, donc qui sont initiées par l'auteur, ne peuvent prendre tout leur espace que si et seulement s'il y a une dépendance avec la victime. Et donc, il y a une forme de codépendance entre les deux qui fait que l'un ne lâche pas l'autre. Quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que même quand vous avez obtenu parfois, moi j'ai vu des cas comme ça, vous avez obtenu l'ordonnance de protection, la femme est partie dans une autre région, elle a refait sa vie, etc. Et à un moment, elle vous appelle et elle vous dit, vous savez quoi, maître, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, mais pour les enfants, je vais me remettre avec mon mari. Mais ça, c'est une vraie réalité. Ce n'est pas une petite fraction des femmes qui fait ça. Vous voyez ? Donc, ce que je veux dire, c'est que je reviens à cette notion d'emprise. La sœur jumelle de l'emprise, c'est le déni. Et pas simplement donc le déni de l'auteur, mais le déni de la victime elle-même. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de sortir de l'image qu'on se fait, entre guillemets, du syndrome de la femme battue. Alors, aujourd'hui, la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi ? Elle ne parle pas d'emprise en tant que telle. C'est la loi du 30 juillet 2020 qui modifie l'article 226-14 du Code pénal et le terme emprise y apparaît pour la première fois. Mais l'emprise, et c'est là que c'est très important, elle n'apparaît pas dans le sens elle ne dit pas « Ah, si vous êtes sous emprise, vous disposez de la qualification juridique des faits prompte à aller en justice, etc. » Elle ne dit pas ça. L'emprise n'est analysée qu'au regard de la possibilité du médecin ou d'un autre professionnel de santé de faire un signalement au procureur de la République s'il estime en conscience que les violences mettent la vie de la victime en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison, et ça aussi je vous invite à le noter, de la contrainte morale, ça c'est aussi le champ lexical du code pénal, et regardez comment c'est subtil, hein. Regardez comment le législateur fait en sorte que pour l'avocat, c'est extrêmement difficile de s'emparer de la notion d'emprise. Donc, vous avez compris que la notion d'emprise, on n'analyse pas en direct face au justiciable, on analyse à travers l'obligation de signalement du médecin, etc. L'obligation ou d'une possibilité ? D'une possibilité. Vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur, tant je voudrais que ce soit une obligation. Mais disons, voilà, donc une possibilité de faire un signalement pour protéger donc une personne en raison de la contrainte morale, step 1, qui résulte de l'emprise, vous voyez, sous-couche, exercée par l'auteur des violences. Vous voyez. Donc, c'est ça que disent les avocats. C'est que l'emprise, j'ouvre un peu la fenêtre peut-être, hein, il fait un petit peu chaud. Non, ça va ? Vous allez bien ? D'accord, ok. L'emprise n'est pas une infraction pénale. L'emprise, c'est un contexte. Vous comprenez ? Et ça, c'est très, très important quand vous accompagnez, voilà, arrêt sur image, quand vous accompagnez les gens, de leur dire que ce qu'il faut attester, c'est des violences pures et dures, telles qu'elles sont délimitées dans le code pénal et le code de procédure pénale, mais on ne peut pas juste s'emparer de la notion d'emprise. Et donc, comment concrètement
on se saisit, je vous écoute tout de suite après, de cette notion dans les juridictions, c'est avec une meilleure détermination de la peine. C'est-à-dire qu'un avocat, il doit demander effectivement à ce que cette sensation, cette notion d'emprise, ce contexte d'emprise que va amener dans son cabinet une personne victime de violence conjugale, on puisse l'étayer et on puisse établir, et c'est ça, alors je vous invite vraiment à noter ça, le niveau de dangerosité. Si on ne parle pas de dangerosité, si on parle d'emprise sans dangerosité, ça ne vaut rien, zéro. Deuxième notion très importante à accoler à la notion de dangerosité, c'est le risque de réitération. D'où l'importance, comme disait madame, de permettre à la personne de sortir de l'effet de sidération, de rassembler ses souvenirs, et si elle n'en a pas, de noter au jour le jour les humiliations, etc. Et ça, on y viendra au niveau du contrôle coercitif. Autre obstacle à la notion d'emprise, c'est que l'emprise n'est pas un motif d'altération du discernement au regard de la loi. Je répète, parce que c'est un peu technique. L'emprise n'est pas un motif d'altération du discernement au regard de la loi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce drame qui a eu une dame qui s'appelait Sarah Halimi, qui a été défenestrée. Oui. Voilà, voilà bon, pour beaucoup, et donc pour nous, c'était véritablement un crime antisémite. Bon, il l'a balancé par la fenêtre en criant des sourates, etc., ou dans laquelle il la condamné. Donc c'était assez clair. Sauf que quand ça s'est passé, il était sous l'emprise de stupéfiants, de cannabis. Donc il y a eu toute une bataille d'experts autour de son discernement. Est-ce qu'il était en pleine connaissance de ses moyens ou pas? Donc alors que le dossier d'enquête était assez clair, au niveau pas du faisceau d'indices, mais même de preuves, il était, vous savez, il allait à la mosquée rue Jean-Pierre Timbaud, où tous les salafistes et les terroristes de l'Hypercacher et du Bataclan sont sortis, etc. Mais malgré tout ça, eh bien, le fait qu'il ait fumé du cannabis a altéré son discernement, et donc il est irresponsable au regard de la loi. Il n'y a pas eu de cour d'assises, ni rien du tout. Aujourd'hui, dans un hôpital psychiatrique duquel il est sorti. C'est incroyable. Il est sorti. Ça, c'est incroyable. Mais pourquoi je vous parle de ce cas-là? Pas pour dévier notre sujet, c'est pour vous parler de cette notion de discernement. Et c'est pour ça qu'il faut être très précautionneux sur la notion d'emprise. Parce que certains ont dit l'emprise, c'est comme si vous rentrez dans une secte. Alors c'est vrai, une femme qui est sous l'emprise de son conjoint violent, elle ne réfléchit plus. Elle va réfléchir dans la sphère professionnelle, peut-être dans un environnement social. C'est pas qu'elle ne réfléchit plus, c'est qu'elle a changé son mode de réflexion pour s'adapter aux contraintes et aux demandes. Exactement, tout à fait. C'est un effet de suradaptation. Mais qui dit suradaptation? C'est très pertinent ce que vous dites. Qui dit suradaptation? C'est qu'elle est capable. Vous savez, c'est comme un aventurier, vous voyez, Mike Horn, il est au pôle Nord, il s'adapte à son environnement. Elle s'adapte. Mais qui dit qu'elle s'adapte, c'est qu'elle a encore ses facultés de discernement. Et c'est là que la loi chope. Ok, l'emprise. Ok, dire que l'emprise c'est très grave, etc. Mais pas au point d'être un motif d'altération du discernement. Donc, tout ça pour vous dire que la notion d'emprise, elle est intéressante en ce sens qu'elle va donner un contexte et que surtout, elle permet aux professionnels qui arrivent à l'identifier de s'en emparer pour peut-être faire un signalement. Mais aujourd'hui, en France, la réponse pénale est très insuffisante sur ce motif d'emprise. Voilà. Et d'ailleurs, même quand on arrive à obtenir, je vous dis en tant qu'avocat, des peines, alors les peines, je vous rappelle, c'est quoi? C'est rappel à la loi, peine avec sursis en correctionnel, injonction de soins à l'unité médico-judiciaire, aller voir un psychiatre 2 fois par mois. Ça ne va pas très très loin. Mais même quand on arrive à obtenir ce genre de condamnation, il faut qu'il y ait des témoins. Et qui dit emprise, dit pas de témoins, puisque en général, il y a un fort effet d'isolement. Et aussi, là aussi, c'est quelque chose que je veux vous transmettre parce que c'est très important, c'est qu'en matière de violence conjugale, on observe le même phénomène, et là aussi, c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire, mais je l'assume complètement, parce que mes dossiers en sont quasiment absents, c'est les fameuses attestations. C'est-à-dire que la seule chose qui peut sauver une victime, c'est qu'il y ait eu des témoins. Alors, souvent, les familles, vous voyez, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis le décalage que moi, j'observe en cabinet avocat. C'est qu'on dit violence conjugale, c'est très grave, la parole s'est libérée, etc. Mais au sein des familles, mais les gens, la violence, et là aussi, vous vous souvenez, on a dit le déni de l'auteur, le déni de la victime, mais le plus puissant du plus puissant, c'est le déni de l'entourage. D'ailleurs, si vous lisez bien
C'est ce que tous les livres de Vanessa Springora, de Camille Kouchner, qu'est-ce qu'elle explique? Tous les gens qui ont subi une agression vous diront que le plus grave n'est pas l'agression en elle-même, le plus grave, c'est l'attitude de l'entourage. Par exemple, moi, vous voyez, il y a une pratique que je préconise beaucoup, notamment pour les victimes de violences conjugales qui ont subi plusieurs fois, c'est la pratique de l'EMDR, qui fonctionne très bien, une intégration du cycle de vie, qui est très efficace parce qu'elle permet de reconnecter sur le plan neuronal toutes les capacités de la personne. L'EMDR, ça fonctionne très bien, par exemple, pour les gens qui étaient au Bataclan, ils ont reçu, et ça leur a permis de sortir de... Voilà. Mais alors, la question se pose, c'est comment ça se fait que quelqu'un qui était au cœur d'un attentat, qui a vu une déflagration, des choses innommables, eh ben, avec une thérapie adaptée, il s'en sort, et une victime de violence conjugale, elle a du mal à s'en sortir, tout simplement, exactement parce qu'on est dans un continuum de violence qui vous replace comme l'idée du boxeur dans un état de sidération totale, et sur le plan cognitif, vous n'êtes plus accessible. Mais le plus grave dans ces cas-là, c'est aussi pourquoi est-ce qu'il y a un renforcement chez la victime, et ça vous le savez, je ne vais pas dire maintenant de l'inversion de la charge de la preuve, de la culpabilité, etc., qu'elle se sent plus auteur que l'auteur des victimes. Eh bien, parce que l'entourage participe à l'invisibilisation de ces violences. Moi, c'est ce que je constate au cabinet. C'est que plus on en parle dans la sphère publique, #MeToo, plus dans la sphère privée, quand moi je dis, écoutez madame, je n'ai pas de pièces dans votre dossier, vous n'avez pas de photos, vous n'avez pas de bleu, vous n'êtes jamais allé voir un psychiatre, vous n'êtes jamais parti avec vos enfants sous le bras, vous n'avez même pas une facture d'hôtel, vous n'en avez pas parlé à votre médecin, est-ce que vous en avez parlé à vos amis, à vos familles? Elle me dit, ah non, laissez tomber, jamais je demanderai, etc. Et les gens ne se mouillent pas. Je vous donne un exemple, je vous écoute tout de suite après, très intéressant. Vous savez qu'en code du travail, quand vous avez un dossier prud'homal aussi, vous avez, et c'est le droit, il nous faut des pièces, il nous faut des éléments. Donc quand quelqu'un a été harcelé, discriminé, on demande évidemment des éléments, des SMS, des mails, des photos, tout ce qu'on demande d'ailleurs aussi dans une procédure correctionnelle, JAF ou juge des enfants, en matière de violence conjugale, et on demande aussi une pièce maîtresse qui est les attestations. Et quand je demande à des personnes, est-ce que vous auriez un collègue qui serait prêt à témoigner pour vous? On a quasiment dans les dossiers en droit du travail au prud'homme, jamais. Pourquoi? Alors je vais vous donner aussi une image parlante. C'est comme à la cour de récréation. Vous vous souvenez aussi, vous avez des enfants, comme quand on a été enfant. Vous savez, quand il y a un chef de bande comme ça, il dit, ah, toi, c'était la journée du harcèlement scolaire il n'y a pas longtemps. Okay, donc le petit qui a harcelé, il est dans un coin de la cour. Et le chef de bande, il est là avec tous ses copains et ses copines, etc. Okay, si on dit à un enfant, et c'est là aussi, vous voyez, que toutes les politiques publiques achoppent et ne marchent pas bien. On dit, vous savez, c'est pas bien, hein. Le meneur de bande, il est vraiment méchant. Il faut être gentil avec ton petit copain là qui est harcelé. Mais personne n'a envie d'être du côté du petit harcelé. Qui a envie? Personne. C'est pareil en droit du travail. Même si une personne, on sait qu'elle a un manager toxique, qu'elle a subi du harcèlement, du discrimination, vous allez avoir très peu de témoignages. Pourquoi? Parce que la violence sidère, elle sidère l'auteur, elle sidère la victime, elle sidère l'entourage. Et donc, c'est la double peine, et ça aussi, je trouve que c'est une expression qui est très importante pour la personne qui vit ça. Donc, un exemple typique, si vous accompagnez, on revient à si vous accompagnez quelqu'un dans le cadre des violences conjugales, ne bataillez pas ferme pour avoir des attestations. Demandez-le, mais ne forcez pas la personne à faire. Parce que là aussi, plus que la plainte, c'est un barrage qui est très, très, très difficile à lever. Et, par rapport à cette attestation-là, c'est en lien aussi avec l'attestation qui est demandée et qui fait énormément de débats aux travailleurs sociaux. Exactement. Bravo. En fait, il y a deux versions et deux visions des choses. C'est-à-dire que soit on s'engage, et c'est l'accompagnement, et ça fait partie de l'accompagnement, de dire, de mettre par écrit et de remettre à la personne concernée et à personne d'autre ce que la personne nous a relaté durant l'accompagnement. Donc, ça veut dire qu'il y a des dates précises. Donc, ça vient apporter quelque chose en termes de continuum de violence. Exactement. Et en revanche, il y a toute la question autour de la confidentialité de le secret professionnel et même le poids. C'est-à-dire que même si on le fait, est-ce que c'est une attestation qui a une valeur juridique? Est-ce qu'elle a un poids? Énorme. Toutes ces questions-là. Énorme. Voilà, et du coup, il y a ce débat-là. Et est-ce que nous, on ne participe pas aussi à l'invisibilisation? C'est très fort ce que vous dites, et c'est très juste. Alors, je peux vous dire que moi, je donne des formations et des conférences dans des ministères
à des grands services sociaux, vous y étiez. Et j'avoue que j'ai toujours une démarche, bon, comme je l'ai avec vous aujourd'hui, un peu en dedans, pour un peu, peut-être parfois un peu clivante, mais pour que les gens réagissent. Parce que dire le droit, bon, ça, vous avez plein de portails qui vont vous le dire, ou d'autres avocats. Par contre, la pratique, c'est autre chose. Moi, je le dis et je le réaffirme, les attestations des assistants sociaux sont extrêmement précieuses. Et le magistrat en prend compte. En fait, ce qui fait peur, il y a deux choses qui font peur. D'abord, c'est la hiérarchie, comment les collègues vont le prendre, et ma directrice, et ma coordinatrice, etc. Mais ça, en fait, ça n'existe pas, parce que c'est en fait des freins psychologiques et professionnels que les gens se mettent et qui riment à rien. Par contre, là où il y a un vrai danger, et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas l'ignorer, c'est qu'une assistante sociale, un assistant social qui fera un témoignage dans un dossier, évidemment, on est en France. Donc, le respect du contradictoire. Le respect du contradictoire, je vais venir après sur ce problème, ce qui fait que la partie adverse, l'auteur de violences conjugales, même si c'est l'ex-mari de Julie Douib qui a été condamné à 25 ans et qui est dans une prison au Corse, soit à Marianne ou je ne sais quoi, il a le droit de consulter le dossier. D'accord ? Principe du contradictoire. Ou peut-être pas lui directement, s'il est incarcéré, mais du moins l'avocat. Et l'avocat va lui dire, vous vous rendez compte, monsieur ? Dans les pièces, il y a l'assistant social de Mme Samira Lamouri qui dit tac, tac, tac. Et c'est de ça dont on parle, les assistants sociaux. C'est des représailles. Alors, sur le plan, plus que vous l'abordez, je l'aborde dans 5 minutes et après on va aller sur la notion de contrôle coercitif, c'est qu'un assistant social qui fait une attestation ou un signalement ne risque rien parce qu'il est couvert par sa hiérarchie, etc., sauf à être assistant social, libéral, sur une région perdue, voilà, mais encore que. Mais personnellement, vous ne risquez rien. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que, en tout cas, disons que c'est un peu facile de ma part, mais que vous avez un rôle tellement clé parce que vous allez donner au juge des affaires familiales, au juge correctionnel, au juge des enfants une vision intime du contexte de la personne, une vision aussi très professionnelle, très rigoureuse, parce que vous allez, contrairement à la personne elle-même, vous allez parler avec elle, vous allez donner des dates, vous allez donner des noms, vous allez donner des faits, vous allez employer le bon vocabulaire. Et ça, je peux vous le dire, sur la base des décisions que j'ai eues, des dossiers que je traite, eh bien, quand un médecin a le courage de faire un certificat médical circonstancié, étayé, pas madame 8 jours d'ITT parce que syndrome de stress post-traumatique, non, étayé, et qu'une assistante sociale, etc., c'est les pièces maîtresses. Toutes les autres attestations du père, de la mère, du tonton, de la tata, du copain, de la copine, etc., ils lisent pas. Par contre, c'est aussi une inquiétude, ça. Est-ce que ça a une valeur? C'est-à-dire qu'il y a des ça a une valeur. Ça a une valeur. Incontestable. Moi, je vous le dis en tant que praticienne, ça a incontestablement une valeur. Et ce qui me navre, et je prêche entre guillemets la bonne parole, c'est que quand je donne les conférences, j'ai beau dire, vous ne risquez rien, faites-le. Ça peut vraiment sauver, je vous dis strictement, ça peut sauver des vies et accélérer des procédures. Les gens restent très précautionneux, mais ce que vous décrivez, Samira, c'est exactement la même problématique que pour les médecins. On pourrait se dire, un médecin, c'est une profession libérale. Vous êtes tout seul dans votre cabinet, vous faites ce que vous voulez. Et bien, les médecins ont exactement les mêmes pieds. Ils ont peur que le mari vienne faire toc, toc, toc. C'est moi, il débarque, et c'est arrivé, débarque dans le cabinet, etc. Donc, vous voyez, je ne sais pas, moi, personnellement, je n'ai pas de solution. Parce que, ça, encore une fois, c'est un peu facile de dire ça pour moi. Je suis avocate. Donc, je peux dire, c'est notre rôle de mettre notre 4-2 euros et d'aller défendre le justiciable. Maintenant, ce n'est pas le rôle de l'assistante sociale, qui est plus de l'ordre de l'appréhension d'une situation du signalement, et ce n'est pas le rôle du médecin. Et encore une fois, ce que vous avez dit très justement, c'est que ces notions-là, qui sont très protectrices de la relation de confiance que vous tissez avec l'agent ou le salarié que vous accompagnez, et peut être une notion extrêmement délétère. Le secret médical, parfait, mais au point de pas dénoncer un contexte d'inceste. Okay, le secret professionnel, formidable, mais voilà. Donc, vous voyez, au point de ne pas avoir le courage, entre guillemets, de dénoncer une situation de violence conjugale. Donc, ces notions, elles sont extraordinaires, mais attention à ne pas, de mon point de vue, les dévoyer, entre guillemets, pour se protéger. Mais bon, c'est mon point de vue, c'est peut-être un peu facile pour moi de dire ça, mais in concreto, comme on dit en droit, je n'ai jamais vu, ça fait 12 ans que je suis ici, j'ai fait 400 petits déjeuners, j'ai suivi, en tout cas, je suis en contact avec, contact. Je connais très personnellement beaucoup de directeurs de services sociaux
et j'ai un fichier de 1500 assistants sociaux en France et dans les dom-tom. J'ai eu plein de cas, on m'appelle souvent pour ça. Je peux pas, j'ai droit, je peux, les clés professionnelles, etc. J'ai jamais vu aucun problème. À la limite, demandez un avocat. Moi, c'est ce que je fais, mais très gracieusement. C'est-à-dire, je dis au service, appelez-moi, expliquez-moi le contexte et je vous dirai un petit peu comment vous positionner. Et Excusez-moi, je vous en prie. Les attestations de témoins, moi je vois quand on les accompagne dans les dépôts de plainte, quand il y a des proches, souvent le commissariat il leur dit ça ne sert à rien, on ne dira pas, la justice ne va pas les dire. C'est ça. Vos attestations, elles ne servent à rien. Et souvent, on a la victime qui dit oui, mais on me demande de faire des attestations, je les fais, alors à quoi ça sert? Ils leur disent il faut synthétiser les pièces parce que sauf si c'est des professionnels. Des professionnels, mais sinon le reste, ce n'est pas la peine. Par contre, à contrario, il y a des avocats qui utilisent quand même des attestations de témoins que les proches font dans le cas des procédures. Ça, j'ai déjà vu aussi. Oui, vous voulez dire de manière dilatoire. Oui, de manière dilatoire. Oui, tout à fait. Et petit canet par rapport à l'emprise, la première fois que dans la justice, la notion d'emprise a été reconnue, c'est Maître Bonagenta dans l'affaire de Lange. Oui, tout à fait. Exactement. Qui avait fait reconnaître pour la première fois. Exactement. Mais Maître Bonagenta dit aussi, c'est que ce qui est plus facile pour elle, c'est quand elle a des témoins. Et si elle n'a pas de témoins, c'est très, très compliqué. Non, mais c'est très juste ce que vous dites. Alors, on fait quand même un petit point, parce que c'est aussi l'intérêt de ces petits déjeuners, de ne pas rester juste rigide sur la thématique. On parle des attestations. Non, les attestations ne servent pas à rien. Bien sûr, il faut déployer un arc-en-ciel d'attestations suffisamment probant pour dire que cette situation-là d'emprise, elle a été identifiée dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale, etc. Donc, c'est important de le mettre. Maintenant, il faut rester très factuel. Mais le piège, et alors ça, je peux vous dire, je l'ai subi de la part de confrères, et c'est des procédés dégueulasses, je n'ai pas d'autre mot, c'est qu'effectivement, quand vous avez dans des dossiers, et que votre dossier, voilà, c'est ma déontologie, j'embarque jamais les gens dans des procédures comme ça si je n'ai pas un minimum de pièces ou, comme on va le voir tout de suite, au niveau du contrôle coercitif, un faisceau d'indices. Mais effectivement, moi, je plaide, ce que je vous disais, je plaide toujours pour que les gens aient des attestations ou des certificats de professionnels. Et bien, ça ne manque pas, même dans des cas mais attestés de violence conjugale. Ça pose aucun problème. Il y a eu les UMJ, syndrome de stress post-traumatique, 30 jours d'ITT, éloignement du conjoint violent, etc. J'ai demandé à un psychiatre de me faire, voilà, mon contradicteur, confrère, eh bien, il m'a attaqué là-dessus. Et en fait, vu qu'il n'avait rien dans son dossier pour contre-attaquer, il a dit au magistrat, « Monsieur le Président, c'est inadmissible. Comment ça se fait qu'on trouve que vous êtes… » Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la première décision, c'est une ordonnance d'orientation, dans un contexte, vous savez, la première étape d'un divorce contentieux, dans un contexte de violence conjugale, eh bien, dans sa décision, la magistrate, la juge aux affaires familiales, avait repris une partie. Vous savez, vous avez une décision, vous avez un rappel des faits, et après, vous avez le dispositif. Le magistrat va expliquer pourquoi il rend la décision, qui est synthétisée dans ce qu'on appelle le parsémotif. Et donc, dans ce dispositif, le magistrat avait bien mis en avant qu'il avait pris en compte 2 attestations, celle de l'assistante sociale du Premier ministre, au sein duquel travaillait ma cliente, et l'attestation de son psychiatre. Et vu qu'en face, ils n'avaient rien, il a demandé à annuler la procédure, l'audience. Je vous passe les détails. Et ça, c'est vrai que le risque, quand même, au niveau des attestations, c'est d'avoir un rejet des pièces. Et encore, c'est juste, vous savez, des manœuvres procédurales entre avocats, c'est tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, je pourrais vous envoyer, et je le ferai, des jugements, évidemment, en enlevant le nom des parties, etc., où vous verrez très clairement que le juge, pour se faire, dans le cadre de sa liberté d'appréciation du dossier, eh bien, il s'est emparé des attestations de professionnels. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que particulièrement dans ce contexte de violence conjugale, et notamment d'emprise et de déni, évidemment, de l'auteur qui ne dira pas « j'ai frappé ma femme », de déni de la victime qui a du mal à rassembler ses idées, du déni de l'entourage, eh bien, le professionnel du service social ou médical peut, lui, apporter l'élément qui donnera une idée au magistrat. Maintenant, on va terminer. Donc, vous avez bien compris la notion d'emprise. Vous avez bien compris qu'elle est inscrite dans le cadre de la loi que par rapport aux professionnels. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Et par rapport, et je vous rappelle le terme qui est employé. Alors, tac, c'est là. C'est avant le système d'emprise, le terme que je vous invite à mettre dans vos écrits professionnels, plus que le terme d'emprise, c'est le terme, excusez-moi, je vais vous dire tout de suite,
Tac, tac, tac. C'est le terme de contrainte morale. D'accord? La contrainte morale, ça va parler au magistrat. Parce qu'il va dire, ah, c'est cet article du code pénal, je vois de quoi on parle. Mais si vous lui balancez en prise, sans élément de preuve, il ne saura pas. D'accord? Donc ça, je pense que c'était un élément important que je vous ai transmis. Maintenant, donc, je récapitule. Vous avez l'arsenal juridique et judiciaire dans lequel toutes les violences sont parfaitement inscrites, plus la qualification juridique des faits, c'est-à-dire la mise en danger de la vie d'autrui, l'abus de faiblesse, on peut imaginer plein de choses. Je vous donne un exemple. Les violences conjugales. Vous avez 2 pics qui ont été ça ne vous dérange pas, je vous un petit peu la face, qui ont été observés. Premier pic des violences conjugales, la grossesse. Quand, au moment de la grossesse, exactement, vous savez? Quand la grossesse devient visible. Exactement. Alors, plus que ça, madame, c'est quand la grossesse devient visible et quand le bébé bouge. Quand il y a un tiers, voilà. Alors souvent, ça suscite... Alors déjà, effectivement, la personne est donc dans un état de vulnérabilité, qu'elle soit caissière à Carrefour ou directrice marketing chez L'Oréal. Évidemment, il y a très peu de femmes qui vont partir pendant une grossesse. Ça, je vous dis, dans 90% des cas, elles vont donner une chance à leur conjoint. C'est évident. D'abord, pour des choses très basiques. Elles ne veulent pas accoucher toutes seules. Elles ne veulent pas que l'enfant n'ait pas de père. Elles veulent, pour plein, socialement, vous savez, socialement, être une femme qui se barre comme ça enceinte, vous voyez, il y a plein de leviers. Mais en tout cas, le pic, pendant les violences conjugales. Et là aussi, je dis qu'il faut vraiment en faire un combat. Et d'ailleurs, je suis en train de le structurer avec une assistante sociale du ministère de la Justice sur un large projet qui s'appelle Devenir parent. C'est que je vois trop de divorces et de séparations avec des enfants de moins de 3 ans. Ouais. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malgré les comptes Instagrammables hyper bons en beige, en rose, et c'est trop beau la grossesse, et le papa qui prend le congé paternité qui s'arrête, oui, c'est vrai. Et ben, c'est un bouleversement. Ça ramène les gens à leur enfance, parfois par rapport à de la violence, etc. Donc, il y a quelque chose qui se crée pendant la grossesse, sans même parler de violence conjugale, qui fait que le couple ne tient pas. Et c'est l'arrivée de l'enfant qui suscite ça. Pas que c'est, bien sûr, c'est pas à cause de l'enfant, mais c'est le contexte qui fait que. Et ça, c'est un vrai enjeu, un vrai enjeu sociétal. Donc, premier, un des points dans la vie d'une femme qui a un élément de vulnérabilité, c'est la grossesse, etc. Et ça, alors ça, je peux vous dire, ça, les femmes n'en parleront jamais, ni au médecin du travail, ni à l'assistante sociale, ni à personne. Elles veulent juste finir, terminer avant de partir en congé maternité, mais elles n'en parleront pas. Et un autre... comment dire, dans la vie d'une femme, c'est quand les femmes ont des maladies graves, et notamment des cancers. Et moi, j'ai observé ça, et je l'ai vu statistiquement, c'est pas moi c'est que je l'ai observé au cabinet, et je l'ai vu conforté par des statistiques, quand une femme a un cancer du sein, un cancer de l'utérus, aussi choquant que ça puisse paraître, c'est un moment où s'exercent des violences conjugales. La chimio, la radiothérapie, la faiblesse, le corps qui change, les insultes qui démarrent, t'es moche, t'es trucs, et ça part comme ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, qu'on peut vraiment qu'on peut identifier dans la vie d'une femme, même si on n'a pas du tout envie de se dire que comment un homme il frappe une femme enceinte, comment un homme il frappe une femme malade qui a un cancer, etc. Et bien, c'est beaucoup plus fréquent. De quelle manière ? Parce que autant avec la grossesse, c'est l'arrivée d'un tiers. C'est la dépendance, Samira. C'est la dépendance. C'est la dépendance. La dépendance versus l'emprise. C'est-à-dire le fait que la personne, là, pour le coup, elle a vraiment besoin de l'autre, et surtout qu'elle est dans une situation où la honte est renforcée. C'est-à-dire que être enceinte et être violentée, c'est la honte, entre guillemets. Avoir un cancer, et en plus de ça, être quittée, vous avez plein de femmes qui sont quittées par leur conjoint à ce moment-là, être violentée, c'est quelque chose qui vient se rajouter à l'absence de dignité. D'ailleurs, j'insiste aussi sur quelque chose, parce que je fais aussi beaucoup de droit du travail, c'est que cette notion de dignité n'est pas assez mis en exergue dans le code civil ou dans le code pénal concernant la problématique de violence conjugale. Je m'explique. En droit du travail, quand vous parlez de harcèlement, de discrimination, qu'est-ce que vous mettez en miroir inversé en notion ? La dignité du salarié, l'atteinte à sa dignité, l'atteinte à sa sécurité physique, psychique, etc. Vous voyez, ce terme-là, vous l'entendez, la dignité ? Pas vraiment. Et bien, si on arrivait à replacer les femmes victimes de violences conjugales à minima,
au niveau qu'est un travailleur aujourd'hui en France, avec cette notion de dignité, madame, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui s'habituent à la violence verbale. Ta gueule, tes trucs, tes machins, et tac, 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 c'est comme ça. Mais ça aussi, vous voyez, on vous rigole au visage en disant ah, faut pas exagérer, c'est rien, c'est sa manière de me parler, on a toujours fonctionné comme ça, non, non, non. Mais ça, effectivement, c'est le début, voilà. Et donc, si on arrive à faire comprendre, à redonner, un peu comme vous le disiez, madame, au-delà de lister les faits sur un cahier, mais de donner à la personne de dire là, il a dépassé la ligne rouge ou pas? Comment vous le ressentez, vous? Donc voilà, cette vision de la dignité me semble vraiment très, très, très importante. Alors, maintenant, pour venir sur le contrôle coercitif. On a dépassé un peu dans le temps, mais le sujet le mérite. Le contrôle coercitif, ça n'existe pas en droit français. Ça n'existe pas du tout. C'est une grille de lecture au maximum, mais ça n'existe pas. Voilà. Vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un en disant « Ah, voilà, mettez en avant le contrôle coercitif que vous subissez. » Alors, je vais vous distribuer une roue du contrôle coercitif. Vous allez voir, qui est très, très bien faite. Voilà. Et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, la question qu'on va se poser pour terminer cette matinée, donc vous avez bien compris que les violences, de quelque ordre que ce soit, elles sont parfaitement inscrites dans notre arsenal juridique et judiciaire. La notion d'emprise, elle est plus fine, plus subtile, plus difficile à déployer et elle est plus à coller même pas l'obligation, à la possibilité dont pourrait s'emparer un professionnel de dénoncer telle ou telle situation. Maintenant, le contrôle coercitif entre les violences parfaitement délimitées, la qualification juridique pénale des faits avec la mise en danger de la vie d'autrui et tout ça, etc., et l'emprise, ça se situe où le contrôle coercitif, à votre avis? Déjà, voilà, je vous pose cette question. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, je précise ma question. La réponse que j'attends, ce n'est pas de me dire c'est des violences ou c'est de l'emprise. C'est forcément un peu autre chose. Donc, je vous invite à y réfléchir. Et à me dire à quoi ça vous fait penser. Et après, je vais vous donner quelques notions. Donc, d'abord, je vous donne la définition du contrôle coercitif. Et après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment vous l'entendez dans votre pratique. Encore une fois, vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début, on est là, entre guillemets, à notre échelle, mais de faire une sorte de clinique de terrain, de partager le regard de l'avocat, des assistants sociaux, associatifs, pour voir comment toutes ces notions, elles se pratiquent. Et comment on peut avoir vraiment une vision solution. Donc, le contrôle coercitif, c'est défini comme un acte délibéré ou un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un ou une partenaire intime ou un ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et ou de la priver de sa liberté d'action. Voilà, ça, c'est la définition qui en est donnée par le Domestic Abuse Act écossais de 2018, qui est précurseur sur cette question du contrôle coercitif et qui est désormais considéré, la manière dont ça a été implémenté dans le droit écossais, comme la référence absolue au niveau mondial pour la criminalisation du contrôle coercitif et des violences conjugales. Donc l'idée de la notion du contrôle coercitif, ce serait de l'intégrer dans notre arsenal juridique et judiciaire et d'en faire une nouvelle infraction pénale. Maintenant, on fait un petit tour de table rapide, 5 minutes. C'est vous, comment vous entendez le contrôle coercitif? Je répète, pas emprise, pas violence. Par exemple, c'est ce que je vous disais sur la géolocalisation d'une femme, c'est-à-dire un mari qui va exercer du contrôle sur son épouse et cherchera à savoir où elle est, il va la traquer, par exemple. Par exemple, oui. Alors ça, vous voyez, ça pourrait être aussi ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Oui. Ça existe. Ça fait. Alors, cyberharcèlement, contrôle coercitif. C'est la menace qui est adossée à ça. C'est-à-dire que c'est l'épée de Damoclès en fait qui est adossée à ça. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. Si elle ne respecte pas, elle le sait, qu'il y a des géolocalisés, tout ça, et derrière. Ok. Très intéressant. Retirer les papiers, le chiquer, les bleus. Ça, exactement. Mais ça, c'est de la violence administrative. C'est de la violence administrative. Eh oui. La dépendance financière aussi, quelqu'un qui ne travaille pas. Violence économique, c'est aussi. Ouais. Qu'on ne permet pas de
faire autre chose qu'acheter le nécessaire. Donc ça existe. Vous voyez, j'essaie de vous faire prendre conscience que tout ce que vous venez de dire existe dans le droit. En quoi la notion de contrôle coercitif viendrait nous apporter un élément supplémentaire. Surtout, c'est un outil de lutte contre les violences conjugales. C'est ça des enfants pour les faire oppression, pour les menacer. C'est vrai. C'est vrai. Soit on joue sur les enfants. Moi, ce qui me parle en les enfants, c'est vraiment l'idée que si elles ne respectent pas ce qui est mis en place par l'auteur, il y aura une punition de sanction. C'est cette idée de menace. De menace, oui. On ne sait pas trop ce qui va advenir. D'accord. Avec ça, en fait. Ok. Et est-ce que, comme ça, tel que vous l'entendez, le contrôle coercitif, est-ce que c'est une notion qui vous semble facile à déployer, plus facile que l'emprise, plus difficile? Elle est pertinente, elle n'est pas pertinente? La frontière est floue. Oui, on est d'accord. On devrait l'appliquer, on a déterminé. Alors, le contrôle coercitif, je vais vous donner une idée, une vision très simple, c'est que ça nous permet, vous vous souvenez ce que j'ai dit au tout début de la matinée, j'ai dit que quand une femme, elle vient porter plainte, on va lui parler de l'acte en lui-même, ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez, vous avez entendu la chanteuse Aya Nakamura, vous avez entendu? D'accord? Voilà. Elle s'est disputée très violemment avec son mari ou son compagnon. Un riverain a appelé. Ils se sont retrouvés tous les deux en garde à vue pour violence réciproque. Ça aussi, c'est un danger, il faut le savoir. C'est-à-dire que même une femme qui se défend, elle peut se retrouver elle-même en garde à vue pour violence réciproque. Avec le risque, et ça aussi, vous vous souvenez aussi de ce que j'ai dit, avec les poupées russes procédurales, et le bébé là, qui attend, l'enfant de 2 ans, on le met où? Qui va le garder? Alors, il va où pendant que les parents sont en garde à vue? Il va où, à votre avis? Eh bien, il est placé. Voilà. Donc, la mère, même si elle sort de garde à vue et qu'elle n'a pas été condamnée, elle a une autre gentille procédure qui l'attend pour sortir son enfant du foyer et pour démontrer qu'elle est une bonne mère, etc. Donc, voilà. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, attendez, je concentre mes idées, c'est que, pourquoi je vous ai parlé de ça? Pourquoi Vous avez nous donner un exemple si elle va au commissariat. Oui, donc une femme donc, qui va aller donc, au commissariat, exactement, merci. La première question qu'on va lui poser, voilà, l'intérêt, j'ai retrouvé mon idée, une idée très importante, et je terminerai là-dessus. On va contextualiser ce qu'elle a vécu. Voilà, par exemple, Aya Nakamura, vous étiez en train de vous frapper, machin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Aya Nakamura va expliquer, oui, il est parti à un mariage, il ne m'a pas prévenu, on s'est disputé, il a fait quelque chose dans mon dos, voilà. Ça, c'est le fait numéro 1. Okay, c'est le fait pour lequel ils sont mis tous les deux en garde à vue. Maintenant, il y a un contexte qui est plus large. Et là où la notion de contrôle coercitif, elle pourrait être très intéressante, c'est que la notion de contrôle coercitif, elle va nous donner un schéma de la violence, cette fameuse roue. C'est-à-dire qu'elle va nous élargir le spectre. Vous voyez, comme au théâtre, où vous auriez quelqu'un qui serait seul en scène, vous ouvrez le rideau et vous avez l'image complète. Sauf que cette image complète, elle n'intéresse pas les enquêteurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous allez porter plainte, vous allez porter plainte une chose, D'ailleurs, je vous donne une autre clé très importante, mais peut-être vous l'avez dit, madame, c'est que systématiquement, lorsque vous allez porter plainte pour des violences physiques ou de quelque sorte que ce soit, administratives, économiques, sexuelles, etc., il faut toujours parler des violences psychologiques. Toujours. Et dans la plainte, il faut insister. Et maintenant, évidemment, l'officier de police judiciaire ou le gendarme posera la question, mais comment elles s'exercent ces violences? Alors là, vous pouvez déployer, pas forcément le système d'emprise, mais cette notion qui est intéressante, qui est le contrôle coercitif, parce que le contrôle coercitif va permettre de mettre en lumière le continuum des violences et la diversité des violences. Et de permettre d'échapper au prisme qui est toujours celui de la procédure pénale, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits. C'est ça. Mais c'est pas ça. Vous avez porté plainte pour diffamation, mais c'était pas de la diffamation. C'est une autre qualification. Vous avez porté plainte pour homicide, mais en fait, c'était tentative de mise en danger de la vie d'autrui. Vous voyez? Donc, le juge est très précautionneux de savoir de quoi on parle. Et l'avantage du contrôle coercitif va permettre justement d'élargir le prisme. Maintenant qu'on a dit ça, ok, vous vous souvenez? Maintenant, on revient à notre question. Comment est-ce qu'on le prouve, ce fameux contrôle coercitif? N'est-ce pas?
Donc, l'idée, alors, comment est-ce qu'on pourrait un peu imaginer les choses, à votre avis, au niveau du contrôle coercitif? Puisque c'est censé donner une image, vous vous souvenez, on est dans un contexte où c'est compliqué, on n'a pas forcément de pièces, on n'a pas forcément d'attestation, c'est des violences, mais ce n'est pas que des violences, c'est de l'emprise avec des violences. Comment est-ce qu'on le déploie, ce contrôle coercitif? Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit, en mettant en lumière la continuité des violences, et vous prenez cette roue qui est très intéressante, voilà, et vous mettez comme un collier de perles, vous mettez en lumière, pas forcément un faisceau de preuves puisque vous n'avez pas de pièces, mais un faisceau d'indices. Les indices, quels sont-ils? Alors, par exemple, isoler la personne, ça aussi, vous voyez, quelqu'un qui ne vient pas un peu au travail, quelqu'un qui ne vient plus à des fêtes, quelqu'un qui est isolé de sa famille, de ses amis, c'est un premier élément d'emprise de contrôle coercitif. Attention, vous vous souvenez au début, je vous ai parlé de la notion de pervers narcissique, elle n'existe pas. Elle existe pour les grands criminels, dans des DCM, ils appellent ça au niveau psychiatrique, mais c'est aux assises pour juger de grands criminels. Mais dans le langage courant, ne dites jamais à quelqu'un « mettez bien que c'est un pervers narcissique, etc. » Ça ne veut rien dire. C'est rentré dans le langage commun, mais ça ne veut rien dire. Par contre, vous dites « il m'isole de ma famille et de mes amis », ça voudra dire quelque chose pour l'officier de police judiciaire ou pour le gendarme. Par exemple, quelqu'un qui surveille l'emploi du temps, qui a mis comme un enfant, et j'ai eu des femmes comme ça, pas juste un tracker, mais il lui dit à cette heure-ci, tu dois être rentré. Sinon, il l'attend. Moi, j'ai une dame à la poste qui a été tentative d'homicide, 38 coups de couteau. Et elle en est sortie. Et comme pour l'auteur du crime de Julie Douilly, lui aussi, il avait l'autorité parentale. Et les enfants qui avaient été placés en foyer, mais imagine l'aberration du système, allaient avec l'éducatrice à Fresnes pour rencontrer le père au parloir. Qui avait Bien sûr, puisqu'on n'avait pas demandé le retrait. Alors, c'était il y a 5-6 ans. Mais en tout cas, ce monsieur, il lui avait mis une alarme sur son téléphone portable en lui disant « cette heure-là, tu dois être absolument rentré à la maison ». Et quand elle n'était pas rentrée à la maison, il l'attendait devant le bureau de poste au sein duquel il travaillait. Et un jour, il en a eu marre, il arrivait, le coup de couteau, voilà. Et il est sorti avec un collègue, il a eu un excès de jalousie, et c'était fini. Mais en tout cas, voilà, la surveillance de l'emploi du temps doit être, vous vous souvenez aussi, on avait parlé des signaux faibles. Vous vous souvenez des signaux faibles de détection de violence conjugale? Alors, évidemment, vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'allez pas vous voilà, je veux dire, l'idée, c'est pas de se mettre à la place d'autres, mais il n'empêche qu'on peut, chacun à son niveau, soit nous en tant qu'avocat, vous en tant que professionnel accompagnant, donner des éléments de détection. Bon, évidemment, le rabaissement de manière répétée, appliquer des activités humiliantes, dégradantes ou déshumanisantes. Moi, j'avais une cliente, alors le grand plaisir de son mari, c'est qu'elle passe la serpillière. Mais attention, pas avec une serpillière, vous savez, debout comme ça, la serpillière à l'ancienne, parce que sa mère, elle faisait la serpillière de cette manière-là, avec du savon de Marseille, et c'était la seule manière d'avoir un parquet propre ou un carrelage propre. Et elle s'était pliée à cette exigence. Donc, elle était par terre, accroupie, à passer la serpillière. Vous me direz, elle a accepté, elle a encore une fois, elle a tout son discernement, etc. Mais c'est typiquement une sorte d'activité humiliante. Évidemment, vous avez les menaces de mort, de blesser, de tuer, menacer un enfant. Quelqu'un qui dit « je vais te tuer », ce n'est pas une expression, il faut prendre ça très, 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 très au sérieux. Donc, vous voyez, tout ça, et je vous le transmettrai, c'est des comportements et tactiques des auteurs de contrôle coercitif. En tout cas, ce que disent les partisans, je vous écoute tout de suite après, les partisans de l'intégration de la notion de contrôle coercitif dans les différents codes et surtout dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, c'est que ça permettrait la criminalisation, donc soit en tant que délit ou crime, du contrôle coercitif de manière large. Et puisque le contrôle coercitif ouvre un spectre beaucoup plus large et qu'il intègre aussi des signaux faibles, ce serait un outil de prévention très précieux dans la lutte contre les violences conjugales. Mais encore une fois, ça se heurte au fait qu'on a déjà un arsenal juridique et judiciaire très important et que beaucoup d'avocats et de magistrats disent on va rajouter quelque chose à quelque chose qui existe déjà, et qu'au contraire, les tenants, notamment il y a une association à laquelle j'ai collaboré pour rédiger des guides et qui est formidable, qui s'appelle Women for Women France. Vous connaissez cette association? Ils ont un super site en 18 langues, ils informent les femmes de plein de nationalités différentes de leurs droits.
Et elle, Sarah McGrath, qui est australienne, elle est très partisane de l'intégration du contrôle coercitif dans le droit français. Donc, ça reste encore en discussion. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ça n'est pas encore dans notre arsenal juridique et judiciaire, eh bien, c'est une notion qu'on peut intégrer. Pourquoi? Bon, là, je n'ai pas le temps de vous le dire, mais parce que ça fait partie de la jurisprudence. Et la notion de contrôle coercitif, eh bien, elle est bien plus empruntée dans la jurisprudence que la notion d'emprise. Par exemple, elle dit plus. Alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Ça, c'est chaque cours qui vous voyez ce que je veux dire, qui a sa vision des choses. Mais en tout cas, en termes de champ lexical, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier, mais qui n'existe pas. Donc, le conseil que je vous donnerai pour terminer, si je peux me permettre, à mon humble niveau d'avocate, c'est qu'il faut s'emparer de ce qui existe. De un, voilà, il faut arrêter de dire ça ne marche pas, c'est horrible, c'est terrible. Il faut juste avoir une vision nette de ce qu'est la justice en France, avec ses succès, avec ses échecs. Il faut, deuxième point, il faut, encore une fois, bien nommer les choses. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai retrouvé la phrase d'Albert Camus, mal nommer les choses participe au malheur du monde. Donc, c'est très important. Attention avec même la définition de victime. Il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas qu'on leur dise « Madame, vous êtes victime de violence conjugale ». Donc, il faut faire preuve d'une très grande finesse et d'une très grande rigueur au niveau des mots qu'on emploie. Non, quand on a réussi à définir ce que vivait la personne, il faut l'orienter vers des professionnels du droit, majoritairement des avocats, pour les orienter vers les procédures les plus efficaces. Et surtout, les mettre en garde contre certaines procédures qui pourraient émerger. C'est pour ça que je vous disais au départ, une intrication toujours entre l'auteur, la victime, les enfants. Quelle femme sait que lorsqu'elle porte plainte, eh ben, elle prend le risque de voir ses enfants placés? Aucune. Le 3919 dit « Ah, attention, c'est très grave, allez au commissariat porter plainte. » Et on vous fait un super schéma. Vous savez, le schéma de la plainte. Vous allez dans un contrôle judiciaire, etc. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. À 80%, ça ne fonctionne pas comme ça. De un. Et de deux, il y a un risque de procédure qu'on n'a pas vu voir venir. Il suffit que la femme ait une certaine fragilité, ou qu'elle soit dans un état dépressif, ou quand elle est aux UMJ, on dit « Madame, vous êtes en dépression, vous êtes sous médicaments, vous êtes pas sous médicaments. » Et que le père, le conjoint violent, soit incarcérée ou en garde à vue, en contrôle judiciaire, et qu'elle n'a pas sa famille à côté à la personne, et qu'elle ne soit pas en mesure de... Alors ça, je peux vous dire, c'est une catastrophe. Ça veut dire que, en fait, la personne, elle n'a rien vu venir. Donc, je reviens à l'obligation des professionnels, c'est d'avoir une vision à long terme et d'envisager toutes les stratégies, comme on serait avec un peu à froid, en disant, alors voilà, madame, vous avez porté plainte, mais attention, il y a peut-être ça. Ah, vous avez une assistante sociale qui est combative et courageuse, n'hésitez pas à lui demander une attestation. Votre psychiatre, allez-y, faites ça. Moi, ce que je prône beaucoup et qui marche bien, et je ne suis pas psychologue, mais c'est l'avantage de travailler avec des psychiatres, c'est la politique des petits pas. Toutes petites actions. Sachant que, et je termine avec ça, ce qui est très important, c'est l'alpha et l'oméga, et c'était une des parties de mon propos, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un pacte première urgence d'aide financière, et il faut s'en réjouir pour les femmes, pour quitter le domicile conjugal et reprendre un peu d'assises, ça a été voté, donc ça c'est formidable, sachant que le premier souci d'une femme, victime de violence conjugale, et surtout qui a des enfants, c'est de trouver un logement. Et là aussi, ce n'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais je ne connais pas beaucoup de femmes qui ont envie d'atterrir dans un foyer pour femmes victimes de violence conjugale. Pas plus, c'est après qu'on se retrouve dans des hôtels à l'abandon qui sont complètement vétustes avec des cafards et tout ce qui est... Exactement. Et je n'en connais pas. Et vous voyez, par exemple, alors aujourd'hui, une femme victime de violence conjugale, elle pourra se désolidariser tout de suite du bail, etc. Mais prenez un cas de figure simple, et on va tout de suite aborder des cas pratiques ensemble. Une femme qui est victime de violence conjugale et qui a un crédit, qui est propriétaire. Vous imaginez la difficulté dans laquelle elle est? Non seulement, elle est cadre ou je ne sais pas où, dans quelle boîte, peu importe, cadre ou pas cadre, mais elle a un certain statut social, un certain revenu, elle n'est pas au RSA, elle a des enfants, elle paye un crédit, elle a une maison, elle ne peut pas, elle va avoir son assistante sociale. Aidez-moi, je vous en supplie. Et l'assistante sociale va lui dire, madame, je suis désolée, vous êtes propriétaire. On ne rentre pas dans les cases. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que là aussi, c'est une question. C'est ça. Alors, là aussi, où je veux dire quelque chose qui est très, très important, c'est qu'on me parle beaucoup d'abandon de domicile conjugal. C'est une des grandes craintes des femmes. L'abandon de domicile conjugal n'existe pas.
sauf si c'est de manière répétée, etc. Une femme qui quitte avec ses enfants en urgence, elle doit effectivement aller déposer à minimum une main courante. Mais si elle va déposer une main courante, en général, et qu'elle n'ose pas porter plainte, l'officier de police judiciaire va transformer obligatoirement sa main courante en plainte. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas que ces femmes aient peur de cette infraction d'abandon de domicile conjugal. Par contre, il faut des pièces. Et encore une fois, on en revient à l'administration de la preuve que pourrait aider cette notion de contrôle coercitif. On leur dit le plus important, c'est le dépôt de plainte. Donc, on va prendre 5 jours pour constituer un bon dossier. Exactement. Parce que si on n'a pas tous les éléments, c'est mort, ça sera classé sans suite. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a ça, mais plus précisément, madame, dans le cas où il faut partir avec ses enfants sous le bras, etc., il faut faire un passage par le commissariat pour prévenir, peut-être pas tout de suite, comme vous dites, mais en tout cas, voilà. Parce que c'est souvent quelque chose, dans le cadre de l'autorité parentale, dont va pouvoir s'emparer l'auteur des violences conjugales. Donc, il y a des chantiers toujours malheureusement passionnants à traiter. Moi, ce que je prône vraiment, et parce que ça nourrit considérablement ma pratique, c'est la pluridisciplinarité. C'est que tous les professionnels échangent entre eux, travaillent entre eux. C'est pour ça que moi, chaque fois, je demande systématiquement le nom de votre assistante sociale. Est-ce que je peux l'appeler? Bien évidemment, vous voyez, Samira, secret professionnel oblige. Je demande toujours à mon client, futur client, est-ce que vous m'autorisez à partager certains éléments de votre dossier? Et je lui demande un mail ou un écrit, etc. Donc là, déjà, vous voyez, c'est quelque chose. Mais après, il ne faut pas hésiter. Quand on est face à des choses très compliquées, quand les gens prennent un avocat, l'avocat, en matière de violence conjugale, doit être un avocat de terrain. C'est-à-dire qu'il doit se déplacer, il doit aller au tribunal, il doit aller consulter le dossier, il doit demander à rencontrer le juge des enfants, le procureur. Il n'y a que comme ça que ça se passe. Moi, je vous dis, les dossiers qui aboutissent, c'est quand ils sentent les avocats impliqués, pugnaces, qui demandent une date plus proche, etc. Voilà. Envoyer une ordonnance de protection, ça ne fonctionne pas. Juste comme ça... dans les airs, il faut à la fois le fond, il faut la forme, il faut que la personne se sente suffisamment solide aussi pour aborder cette procédure, c'est pas évident, et surtout aussi il faut prendre en compte la complexité qui lie tous ces acteurs autour du phénomène des violences conjugales et de savoir qu'il n'y a jamais rien de définitif, il y aura sûrement beaucoup d'allers-retours, que les décisions ne sont jamais très fermes, et c'est pour ça que je vous dis en conclusion, là, ce qui fonctionne de mon point de vue, c'est la politique des petits pas. Dire, madame, d'abord, rassemblez vos documents administratifs. Faites ça. Voilà, vous prenez 15 jours, vous faites ça. Si évidemment, elle est à l'abri, qu'elle n'est pas dans un contexte dangereux. Et après, on va réfléchir à la recherche du logement. Vous n'avez pas de possibilité, mais est-ce que vous pourriez prendre un studio? Est-ce que vous pourriez se faire un proche? Est-ce que vous pouvez demander à la RH? C'est pour ça que moi, je plaide beaucoup pour l'intégration du monde du travail sur ces questions-là. Un RH, il peut aider. Une mobilité géographique. Voilà, aujourd'hui, en plus, avec le télétravail, aujourd'hui, vous êtes à Paris, demain, vous êtes à Toulouse. Donc, c'est possible. Donc, vous voyez, tous ces acteurs, de mon point de vue, doivent travailler ensemble, sans compter, bien évidemment, aussi les médecins qui ont affaire très directement, notamment les médecins de famille, à toutes ces problématiques-là. Et dans un monde merveilleux, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de structures, notamment celle de Fatima Le Griguer à l'hôpital Bélanger. Voilà, vous avez la Fondation des femmes de Gada Ateb. Donc, vous avez plein de professionnels qui travaillent ensemble. Mais ce que je prône, et c'est un de mes projets pour la suite, c'est justement de s'emparer de toutes les initiatives, des grandes initiatives qui fonctionnent et de les intégrer dans le monde du travail. C'est-à-dire de les faire venir dans le monde du travail. Pas quelque chose d'extérieur. Parce qu'extérieur, il y a certaines populations qui iront, d'autres qui n'iront pas. Une des idées que j'ai eues et que j'espère pouvoir déployer, je ne sais pas si vous avez vu passer l'exposition photo de Marc Melki. Vous avez vu passer? J'ai Lisa qui a participé. Ah bah, voilà. C'est un visage qui a repris son histoire. Oui, c'est ça. Elle est très, très bien. Ouais. Bah, vous voyez, alors mon idée, c'était encore une fois, puisqu'on nous demande d'intervenir très régulièrement dans les structures, de faire des conférences, des formations, des sensibilisations. Et la question que je me pose toujours, c'est l'efficacité de la parole que j'offre. Dire, qu'est-ce que je viens de dire? Faire un cours de droit, c'est gentil, mais ça a ses limites. Partager un partage c'est bien aussi, mais après, qu'est-ce qu'on a en vision de la formation qui serait une sorte de diagnostic, c'est-à-dire en interne, comment se vivent, prenons la problématique des violences conjugales. Okay. Après, sur la base des interviews que j'aurais fait ou d'un rapide diagnostic sur place, on fait une formation, une sensibilisation, et après, il y a un accompagnement. Mon idée, notamment avec les photos de Marc,
ça aurait été de les exposer dans l'entreprise. Pas à l'Assemblée nationale, pas dans une fondation, dans une entreprise. Et que tout le monde passe devant. Et l'auteur, parce que, encore une fois, pour reprendre ce que dit Mathieu Palin, derrière les 225 000 femmes victimes, et c'est sûrement 1 million, vous avez autant d'hommes. Et ces hommes-là, c'est le manager, c'est notre boss, c'est n'importe qui. Donc l'idée de la photo, les gens passent devant. Et c'est des photos très chocs qui, en quelques phrases, vous racontent une histoire. Et mon idée, et j'espère, et c'est en train d'aboutir dans pas mal de structures parce qu'ils trouvent que le format est assez innovant, et vous me direz si ça vous parle aussi, c'est plutôt que de faire une formation en disant, voilà, l'état du droit, qu'est-ce qu'il fait, etc., prendre une photo et dire, voilà, voyez cette photo, c'est une trajectoire de femme. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'en emparer et on va voir ce qu'elle nous dit, cette photo. Et si vous regardez bien ces photos, elles nous disent tout en 5 secondes. Elles nous parlent de la femme victime, elles nous parlent de l'auteur, elles nous parlent des enfants, elles nous parlent de l'environnement familial, etc. Mais elles nous parlent aussi de la justice. Donc, mon idée, c'est de faire des formations un peu, qui prendraient une photo un peu choc et qui permettra après de déployer l'existant et qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratico-pratique dans tel ou tel type de situation. Encore une fois, donc ça, ce serait un premier axe. Et un autre axe qui est très important, c'est de savoir à qui on s'adresse. Alors, vous avez la personne elle-même, mais vous avez aussi le contexte du travail. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup de clients d'Air France, d'accord? Air France, vous êtes de chez Air France. Voilà, vous avez. Je me souviens, on s'était vu en Zoom. On s'était vu. On s'était vu en Zoom. Je vous remets. Absolument. Vous êtes Madame Caglia. Ah, bah voilà. Merci pour votre mail. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Je suis l'une de vos fans. Ah, bah, c'est gentil. Je vous remercie. Bah, écoutez, si je peux me permettre, sans donner des choses qui seraient, qui seraient couvertes par quelques confidentialités, parce que ce que je devais décrire pour l'instant, c'est le cas partout. D'accord? Pendant le Covid, vous avez eu les services sociaux, RH, qui sont inquiétés, disent « Ah, voilà, il y a une hausse des actes de violence. On va faire une ligne ouverte. » D'accord? Alors, prenons le cas d'Air France, il y a 45 000 salariés. Sur 45 000 salariés, il y a peut-être 30 000 femmes, on va dire, à peu près. Personnel navigant ou autre, OK? Voilà. Alors, on se dit, partant de la statistique, où vous avez une femme sur 7 qui est victime de violences conjugales, logiquement, cette ligne aurait dû exploser. Le service social aurait dû être absolument débordé par les signalements et les demandes. Alors, on dit une femme sur 7, je ne suis pas très forte en maths, mais on peut dire à minima 1000 appels, 500 appels. Et ce que je vous dis, ça vaut pour Air France, ça vaut pour un autre ministère dans lequel je suis intervenue, c'est les mêmes statistiques partout. Combien d'appels? Vous savez, 32. Alors, la directrice du service social m'a dit, et elle a fait, c'est même pas un constat d'échec, c'est un constat tout court, ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? On va prendre le cas d'Air France, qu'on peut pas modéliser, mais au niveau de la réflexion, qu'on peut adapter à pas mal d'autres structures. Air France, prenons le cas d'une femme qui est hôtesse de l'air. Okay, elle est en horaire décalé. Alors on va reprendre nos notions, on va faire un petit travail ensemble, d'accord? Okay. Cette femme qui est 15 jours, un coup à Mexico, un coup à Singapour, un coup au Cap ou à Londres ou que sais-je, cette femme-là, elle a deux jeunes enfants de 3 et 6 ans. Ça va pas avec son mari, il est assez violent, il la soupçonne de la tromper avec le chef de cabine, que sais-je. En tout cas, c'est chaud. Il lui dit, écoute-moi bien, et elle n'en peut plus, contrôle coercitif, emprise, etc. Elle lui dit, je veux divorcer. Il lui dit, écoute-moi bien, tu veux divorcer, mais tu plaisanteras jamais les enfants, avec ton métier, avec ton emploi du temps, mais jamais. Et en plus de ça, tu le sais, tu es un peu dépressive. Donc, je mettrai ça en avant. Donc, l'auteur qui fait, je ne vous parle même pas de violence physique, il a déjà un levier en partant de la profession de la femme. Maintenant, cette femme-là, elle a intériorisé, encore une fois, alors que c'est faux. C'est comme ce que vous disiez, Samira, par rapport aux assistantes sociales qui ont intériorisé que faire une attestation, c'était dangereux. Cette femme, elle a intériorisé que, effectivement, la justice française, si j'arrive et que je leur explique comment ça marche le planning d'une hôtesse de l'air, on va dire, bah, bien évidemment, on laisse les enfants. Alors que tout est faux. Maintenant, pourquoi ces femmes-là ne veulent pas appeler cette ligne Chère France? Pourquoi? Alors, il y a peut-être le problème de la confidentialité, il y a plein de choses qui se posent, mais surtout, c'est qu'une hôtesse de l'air, pour voler, elle a besoin de son badge de vol. D'accord? Si elle va voir la médecine du travail, qu'elle est obligée, vous me direz, Valérie, hein, peut-être je me trompe, mais qu'elle doit voir assez régulièrement quand même quand on est en vol, la médecine du travail. Ah oui, des visites médicales de contrôle. C'est ça, voilà. Si à l'occasion de cette visite médicale de contrôle,
le médecin, s'il remplissait, entre guillemets, pas ses obligations, mais la possibilité qu'il lui est donnée d'interroger la femme en lui disant comment ça se passe à la maison, comment ça va. Et si elle craque, elle dit ça va pas, je me sens pas bien, etc. Elle dit ah madame, je suis désolée, je vous retire momentanément votre badge de vol. Qui dit je vous retire votre badge de vol? La dame, elle va se retrouver en tête à tête avec son mari ou son compagnon qu'elle n'a pas tellement envie de croiser. L'emprise va se consolider, le contrôle coercitif de manière plus large, surtout sur le plan financier. Elle va perdre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça quand on est en vol. Ils ont des primes de vol, etc. Des primes de repas qui sont substantielles par rapport au fixe. Donc vous voyez, là on prend, voilà, culture d'entreprise, on voit pourquoi ça achoppe, pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ces personnes-là ne viennent pas voir les centres sociaux. Et ça, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez le dupliquer partout en rentrant un tout petit peu dans la culture d'entreprise et dans la trajectoire personnelle de la femme et dans sa trajectoire professionnelle, les leviers qui font que. Autre exemple, et je vous écoute tout de suite après, qui est très intéressant, c'est que si vous constatez, là aussi c'est des statistiques qui sont vraiment claires, c'est que les femmes qui sont victimes de harcèlement ou de discrimination au sein de l'entreprise, elles sont parfois concomitamment victimes de violences conjugales, ou elles ont été victimes d'abus dans leur enfance, ou elles ont connu une agression, etc. Pourquoi? Parce que c'est des failles narcissiques, là encore une fois, je m'exprime sous le contrôle des psychiatres, mais c'est des failles narcissiques dans lesquelles vont rentrer tous les auteurs de violences ou de harcèlement que ce soit, donc dans le monde du travail, voilà. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, par exemple, les personnes qui viennent vous voir, comme je vous le disais, pour la femme d'une cinquantaine d'années qui est un peu en burn-out, qui surinvestit la sphère professionnelle, quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il ou elle subit des attaques de son manager ou quelque chose, de demander à la maison comment ça se passe. Votre conjoint, il vous soutient, il ne vous soutient pas? Comment ça se passe pour vous en ce moment? Et vous serez curieuse de découvrir que ce moment de fragilité qu'elle vit dans l'entreprise, elle le vit aussi dans la sphère privée. C'est souvent, vous savez, des choses en cascade comme ça. La personne est en train de divorcer, de se séparer, elle a des problèmes, donc elle a une attitude qui va alerter quelqu'un au sein de l'entreprise, et donc tout va se cumuler. Donc n'hésitez pas à avoir un prisme large, qu'on vient de vous voir pour des problématiques en droit du travail ou en droit de la famille, et de faire switcher, vous voyez ce que je veux dire, les choses entre elles. Donc tout ça pour vous dire, pour revenir, et après j'ai hâte de vous écouter très attentivement, et vu qu'on est peu de faire un tour de table, c'est que mon idée c'était la suivante, c'était pas de faire des formations pour des formations, c'est de faire d'abord un diagnostic terrain, d'interroger, comme je l'ai fait récemment pour le ministère de la Justice, quatre personnes du service social, des gens qui sont tout en haut de la hiérarchie, des assistantes sociales de terrain, de différentes régions, et de croiser leurs propos. De fait que quand j'interviens, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle en tant qu'avocate sur mon sujet, mais je sais de quoi je parle aussi par rapport à l'entreprise. Et l'idée après, c'est que dans ces formations, la parole qui a émergé, on en fasse quelque chose. Pas juste on dit « Ah, c'est bien, on a eu une formation de sensibilisation sur la question. » Ok, mais so what? Comment est-ce qu'on déploie les choses? Et ce que je fais souvent et qui marche très bien, c'est de permettre, à mon niveau, un peu en tant que superviseur, ou on va dire des choses comme ça, mais de permettre aux personnes qui sont dans l'entreprise et qui peuvent agir simplement des choses très très simples. Je fais des ateliers où je réunis des gens de différents services. Je ne fais rien de délirant. C'est-à-dire une assistante sociale, un RH, un médecin du travail, un manager de terrain. Juste, ils se parlent ensemble. C'est tout. Et on se dit, voilà, face à une donnée X, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'empare du sujet? Alors, le manager de terrain dira, ah oui, mais il y a… Reprenons le cas, par exemple, d'Air France. Ah ben oui, pendant le vol Paris-Singapour, moi, j'ai l'hôtesse de l'air qui me voit, qui me dit, ça ne va pas du tout à la maison, qui s'est effondrée après qu'on ait déposé le plateau repas. Qu'est-ce que je fais, moi, de cette information en tant que manager? Je lui dis, va porter plainte. Je lui dis, ne dis rien. Je lui dis, va au RH, au médecin du travail. Parce que souvent, le manager de terrain, c'est lui, le N+1. C'est lui ou la collègue de travail qui va recevoir. Voilà, exactement. Maintenant, l'idée, c'est… Alors, vous voyez, le manager de terrain va faire part son désarroi. Ça va interroger l'assistante sociale de dire, mais pourquoi cette dame-là, elle n'est pas venue me voir? La RH de dire, mais comment je pourrais aider dans cette situation? Le médecin du travail se dire, mais peut-être que je pourrais poser juste une petite question là, sans enfreindre la sacro-sainte règle du secret médical, juste de demander à la personne comment ça va. Et donc, ça crée des groupes de travail et qui font après une sorte de jurisprudence interne sur des bases très simples. Ce qui marche, on le modélise, on l'implémente, on l'amplifie, et ce qui ne marche pas, on essaye de trouver des solutions. Donc tout ça pour vous dire que moi je pense que vraiment
l'issue pour cette problématique-là, au-delà de bien définir les choses en termes d'accompagnement, c'est vraiment la pluridisciplinarité et aussi une forme d'humilité. Que les avocats arrêtent de dire on est les super-héros qui vont aider les femmes, que les associations, si certaines disent, les associations peuvent jusqu'à un certain point, l'assistance sociale peut jusqu'à un certain point, de même l'avocat, des fois il peut, des fois il ne peut pas. Et si on arrivait à réunir les forces, mais de manière récurrente, vous voyez, dans une action constante, penser, j'imagine que beaucoup de situations pourraient être prévenues et anticipées. En tout cas, conclusion de cette matinée, au-delà de tous les outils, en tout cas ma vision que j'ai pu vous donner très pratico-pratique, c'est que ces notions d'emprise et de contrôle coercitif doivent nous permettre à nous professionnels de détecter les signaux faibles des violences conjugales. Voilà. Et c'est un peu ça notre rôle, quoi. D'essayer de pousser la prévention de la manière la plus fine qui soit, et notamment cette roue permet de... C'est un outil très intéressant. Chaque fois aux victimes qu'on prend en charge, quand on les prépare au dépôt de plainte, on leur met ça pour étudier les faits. Voilà, c'est ça. Moi, je pense à ça, mais même en amont du dépôt de plainte, c'est-à-dire que quand vous parlez des signaux faibles, il y a des situations en entretien où quand on commence à peine à parler des violences, il y a toujours beaucoup de freins. Voilà, la personne, elle n'ose pas, elle est timide, elle a peur d'aller au bout de la confession, et je pense que c'est un outil qui peut nous aider à creuser un peu plus. Il y a un autre outil, c'est la règle de la violence l'entour. Voilà. C'est le centre Hubertine dans 93. Ouais, c'est ça. Qui délivre gratuitement des plaquettes. C'est ça. Alors, on me fait savoir dans un chat qu'effectivement, alors il y a beaucoup de guides, plein d'associations. La Fondation des femmes a fait un guide très intéressant qu'elle a envoyé aux entreprises mécènes, et qu'effectivement, il y a plus d'appels depuis que l'entreprise s'intéresse à ces problèmes de violence conjugale, mais pour autant, il reste trop peu nombreux. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire pendant le petit quart d'heure qui nous reste, si vous voulez bien, et là, je vais fermer le